Salut, c'est Lucie. Salut, c'est Alban. Bienvenue chez nous sur un nouvel épisode de Sous les aurores. Aujourd'hui, une nouvelle invitée qui n'est une fois de plus pas complètement une inconnue, car elle nous a suivis pour un événement important de la vie qui dure en général 9 mois, quand tout se passe très bien. Alors d'abord, on va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu t'appelles, depuis combien de temps tu vis en Norvège, dans quel domaine travailles-tu ? Et enfin, un culture choc que tu as remarqué quand tu es arrivée en Norvège ou que tu continues de vivre au quotidien. Je m'appelle Chloé, ça fait 10 ans que j'habite en Norvège maintenant, donc août 2014. Je suis arrivée comme étudiante en linguistique et pédagogie. J'ai travaillé comme institutrice, ensuite j'ai travaillé comme doula, je le fais encore aujourd'hui. Et je suis aussi masseuse spécialisée du coup sur la santé de la femme, la santé hormonale, la fertilité, la grossesse, etc. Et aussi j'ai une spécialisation en massage visage. Et maintenant je suis en train d'ouvrir un centre de formation spécialisé, donc je suis retournée du côté enseignement. Maintenant j'enseigne le massage. Pour le choc des cultures, ça m'a pas marqué en arrivant, mais c'est quelque chose qui commence à vraiment être un peu plus compliqué pour moi. Donc, comme je suis arrivée en tant qu'étudiante, il y avait aussi un mélange d'autres étrangers, beaucoup. Je parlais déjà un petit peu norvégien. Donc, c'était pas vraiment marqué à l'université, mais maintenant, en tant que vraie adulte, passé 30 ans, c'est le manque de proximité avec les autres humains. Ça fait 1 an qu'on a déménagé, j'ai 10 voisins de palier, il n'y en a pas un qui dit bonjour. Ah oui. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve et tu n'es certainement pas la seule à vivre ça. Ouais, mais c'est marrant parce que tu vois, il y a une invitée hier qui nous a dit, qui nous a parlé de ce culture choc, mais qui nous a dit qu'elle adorait parce que elle prend ça comme je garde mon espace, chacun garde son espace et on respecte l'espace de l'autre. Donc c'est marrant de voir. Quel effet ça peut avoir sur nous? Oui, c'est vraiment très différent. Je comprends le marqueur culturel, mais pour moi, qui ai toujours grandi en communauté, proche des autres, même à Paris ou Paris proche, où quand même, de toute façon, tout le monde se dit bonjour dans la rue, même si tu les connais pas. Là, ça commence à être un petit peu... Ouais, non, j'avoue, les voisins, quand même, c'est... Les voisins, c'est chaud. Puis on a les enfants qui vont à l'école ensemble. Ah ouais, en plus, ils ont des enfants, c'est vrai que je trouve ça bizarre. Ouais. Bon, un peu malaise, quoi. Un peu malaise, ouais. Mais comme il y a le marqueur culturel que je connais, je le prends pas comme une forme de racisme de respect ou ce genre de choses. Je sais que c'est vraiment juste une bulle individualiste et personnelle, mais c'est pas... Ça rend pas la chose plus facile parfois. Non. Ouais, complètement. Pas vraiment. Tu peux nous dire un peu comment tu es arrivée en Norvège? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amenée ici? Le fruit du hasard. Du coup, donc vous le savez peut-être pas, mais j'ai fait une licence en lettres, langues, culture et civilisation étrangères en scandinave et en spécialisation norvégien. Donc j'avais des cours de norvégien à la fac à Paris. Trop drôle. Mais est-ce que je peux te donner... Ouais, voilà. Au courant, mais pourquoi? C'est la question qu'on m'a posée toute la vie. À la base, tu vois, t'as 18 ans, ton bac, et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Donc moi, je voulais faire une école d'art. J'étais vraiment sûre que c'est ce que je voulais faire. Sauf que j'avais pas préparé mon dossier. Enfin, c'est sur admission. Quand tu veux faire une école d'art à Paris, c'est un peu tendu. Ils prennent pas n'importe qui. Donc, j'étais un peu en retard sur le dossier d'admission. Et puis, avec toutes les personnes avec qui j'avais travaillé m'avaient dit... de toute manière, les écoles d'art, il faut être mûr. Donc, tu rentres pas directement après le bac. Il faut une petite expérience de la vie, il faut des choses. Et mon frère, lui, m'a mis la pression en me disant écoute, moi, j'ai redoublé pour aller où je voulais. Donc, on a 1 an d'écart. Donc, on était tous les deux au bac à cette année-là. Et il m'a dit maintenant que je peux y aller et qu'on a le droit d'être boursier parce que justement, on est tous les deux étudiants, tu vas pas rien faire. Tu t'inscris quelque part, je m'en fiche, mais tu fais quelque chose.
Donc, du coup, j'ai regardé le dossier admission post-bac, là, le fameux ADP, Ouais. et j'ai vu à l'LCE norvégien. Je me suis dit, bof, pourquoi pas. Donc à la base, tu t'es dit ça limite pour Ah ouais, un ou j'avais- 2 ans jusqu'à rebasculer Ouais, dans je l'art. m'étais dit, en fait, si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, c'est pas grave. Et en fait, J'aurais c'était orienté 18 heures de cours par semaine. Enfin, je m'engageais vraiment pas sur un truc énorme, quoi. Ouais, ouais. Je sortais d'une L spécialisation art plastique, j'allais pas m'engager en géopolitique, tu vois. Donc, du coup, j'avais jamais, même le premier jour de la rentrée, même pendant l'été et tout, j'avais pas eu la curiosité d'écouter du norvégien ou de regarder la géographie. Enfin, voilà, de base, je savais qu'Oslo, c'était en Norvège. Déjà. C'est déjà pas mal C'est comparé à déjà- Je beaucoup de savais que Français. c'était Ouais. le dernier pays avant l'Angleterre, tu vois. Mm. Mais du coup, non, j'ai vraiment été les mains dans les poches. Donc, on était un petit groupe, on était 11, je crois, sur ma promo. Il y avait donc mon compagnon, on s'est rencontrés à la rentrée. Ok. Lui aussi, il était le seul à avoir aucune relation avec la Norvège, vraiment de près ou de loin, quoi. Donc voilà, après la licence, on a fait un Erasmus ici et on est resté. Ah mais génial. Trop bien. Et ça a été directement sur Oslo, l'Erasmus? Ouais, moi j'ai fait un essai raté à ma 2e année de licence à Kristiansand. Ok. Il y avait un accord Erasmus ouvert, mais en fait, c'était vraiment... je pense qu'il a été fermé depuis, d'ailleurs, on en avait pas mal Depuis ton reparlé passage avec le coordinateur. Ouais. Ah ouais. En fait, ils sont pas du tout... donc, quand tu fais un Erasmus, tu dois valider des crédits qui sont en rapport avec tes études. Et moi, j'avais accès à aucun cours de norvégien à Kristiansand. Parce que, en fait, les accords, c'était surtout pour les étudiants en commerce ou d'autres choses. Donc, j'avais accès quasiment qu'à des cours en anglais. Et pas du tout au cursus des Norvégiens eux-mêmes. Et puis de toute façon, j'avais pas le niveau. Enfin, je pouvais à peine me présenter. Enfin. Donc ça a été raté. Et après, l'année d'après, donc mon copain, lui, a fait l'Erasmus à Oslo. Et ensuite, 1 an et demi après, on est revenu. Donc moi, j'ai fait mon Erasmus pour le M1 ici. Et du coup, c'est directement après l'Erasmus que vous êtes installé? Ouais, en fait, c'était pour moi, c'était vraiment la porte de sortie ou d'entrée d'une certaine manière parce que je connaissais en fait du coup un peu le système norvégien et je savais que obtenir un personnummer, donc le numéro d'identité, c'était super facile quand on était étudiant. Avoir un logement, être boursière, enfin voilà quoi, s'inclure en fait dans la vie norvégienne à mon niveau, c'était vraiment la meilleure façon. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est toujours vrai aujourd'hui qu'en tant qu'étudiant, ça rend les démarches plus faciles, peut-être? Oui, clairement. Ouais. Ouais. Surtout que moi, j'avais donc un Erasmus d'1 an. Donc, j'avais vraiment toute... en tant qu'Européen, en tout cas. Hein, c'est vraiment... c'est très différent quand on est en dehors de l'Europe ou de l'Union européenne. Pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée la plus simple. Après, vous, je sais que c'est des cas différents, par exemple, parce que vous êtes arrivé avec du boulot. Oui, voilà. Donc forcément, il y a l'entreprise qui fait la démarche, vous avez un soutien, il y a tout le monde qui vous explique, etc. Mais quand on est un petit peu plus à l'arrache ou qu'on n'a pas complètement fini nos études, s'inscrire à la fac, pour moi, c'est vraiment le meilleur truc à faire. Même à n'importe quel âge, en vrai. T'as 30 ans et tu te dis, moi, je vais découvrir la Norvège. Tu te prends 6 mois, n'importe quel programme à la fac Et du coup, ça facilite les démarches. Ouais, t'es étudiant, c'est génial, t'as le droit quoi. à un visa. C'est un bon conseil. Au-delà des démarches facilitées, qu'est-ce qui vous a donné envie de rester à Oslo et en Norvège? La facilité, tout en fait. La vie, le cadre. Donc nous, on vient tous les deux de banlieue parisienne. Je sais pas, marcher dans les parcs. Enfin, juste le fait d'avoir le droit de marcher sur la pelouse d'un parc, c'était fou. En fait. C'est exactement ce que je dis à Alban en étant parisienne, parce que lui, il avait peut-être plus accès aux pelouses dans les parcs. En étant la Pinède. L'une des premières fois que je suis venue, c'était les 200 ans de la Constitution pour la fête nationale, donc c'était un énorme truc. Et il y avait des gens qui faisaient des barbecues portatifs, là, sur la pelouse du parc du château. Ah ouais. Et je me suis dit, waouh, la liberté. Non, mais excellent ce souvenir parce que avant de vivre à Oslo, quand j'étais en Erasmus en Finlande, on avait fait avec des amis un long week-end à Oslo et on s'était retrouvé à Ekeberg, un grand parc très très connu d'Oslo. Et pareil, tout le monde sur la pelouse avec ses barbecues à usage unique. Et j'avais trouvé ça incroyable. Oh ouais, c'est dingue. Les poubelles à recycler, ce type de barbecue et tout, c'était vraiment
Enfin, pour moi, c'était fou. Et la proximité avec la nature, se déplacer partout à pied ou à vélo. Bon, après, il faut avoir des jambes, quoi. C'est un peu vallonné. Mais ça, l'organisation autour de la vie, de manière générale, j'avais pas encore de famille à ce moment-là, du tout, mais de me rendre compte du fait que le travail, c'est pas la vie. Tu vis pas pour travailler du tout, en fait. C'est un accompagnement, enfin, il y a une espèce d'équilibre pour la plupart des gens qui est quand même extrêmement confortable. Et ça, c'est très inspirant, quoi. Moi, j'ai vu mes parents galérer vraiment depuis que je suis toute petite. Et du coup, ils nous ont toujours encouragés à faire un boulot qu'on aime. Toujours. On leur a tout fait. Moi, je leur ai dit, je veux être tatoueuse, psychologue en prison, enfin, n'importe. Mais tout ça at once, en même temps. Non, j'avais vraiment des objectifs professionnels un peu étranges. Et à chaque fois, ils étaient à fond, quoi. Mais vas-y, fais ça. Parce que pour eux, il y avait en fait pas d'épanouissement du tout dans leur travail. Et c'est tout l'inverse qu'ils nous souhaitaient. Ouais. Donc, j'ai découvert qu'ici, c'était quand même le quotidien de beaucoup, beaucoup de gens. Ouais. Et je me suis dit, c'est dingue. Et à contrario, est-ce que tu as eu des difficultés au départ ou des choses qui ont été difficiles à adopter ou... Non. Non, pour moi, non. Déjà, je parlais un petit peu norvégien. Pendant mon Erasmus, j'ai fait un semestre entier où j'avais 8 heures, 10 heures, 12 heures de norvégien avancé par semaine. Ouf. Ouais. Bah ouais, j'étais en master un moment. Donc, j'ai eu des cours de dialecte, des cours de prononciation. Enfin, c'était assez passionnant. Et puis après, je suis rentrée dans le lectuurprogramma, c'est pour devenir prof. Donc, pas juste institutrice, mais avec des choses assez spécifiques et tout ça. Pour moi, la fac, ça a été. Après, pendant que j'étais étudiante en France, j'ai travaillé à Leroy Merlin pendant toutes mes années d'études. Donc, comme je parlais un petit peu norvégien et que j'avais une expérience professionnelle, j'ai travaillé à Maxbo, donc le Leroy Merlin. Un peu, voilà, exactement. J'ai été embauchée comme ça, avec une poignée de main et un rendez-vous. Ça a été hyper facile. J'étais boursière, j'avais un logement étudiant, j'avais un nouveau mec, donc le fameux, mais on n'était pas encore ensemble. Ça s'est fait dans le même temps. Donc, nous, on découvrait plein de choses. En plus, on vivait une idylle. Vous alliez au même rythme. À ouais. l'étranger, un autre rythme. C'était l'été, il fait jour tout le temps. Les gens sont hyper détendus. Il y a la rivière qui traverse Oslo. Non, je sais pas. Vraiment. Les planètes étaient alignées. Ah ouais, aucune difficulté. Non. Génial. Même quand l'hiver est arrivé ou l'automne, je dirais. Non, trop bien. J'adore la neige, j'adore l'hiver. C'était un automne pas trop moisi la première fois. On a eu genre une semaine de pluie et puis après, ça s'est vite transformé. Donc, vraiment, tout a été extrêmement facile. La liaison Paris-Oslo se fait très facilement. Ouais. On avait des tarifs étudiants. Enfin, moi, je prenais l'avion, je faisais l'aller-retour pour 70 €, je crois, quelque chose comme ça. Wow. Donc, quand tu as cours du mardi au jeudi, tu as quand même des longs week-ends. Après, on roulait pas sur l'or, hein, donc on se permettait pas de partir en week-end n'importe où, etc. Mais vraiment, c'était facile. Moi, après, il y avait juste des produits d'hygiène, les œufs blancs, trop bizarre. Ça faut s'habituer, c'est vrai. Ça faut s'habituer, c'est trop surprenant. Ouais, au début, je voulais rien cuisiner avec des œufs. Voilà, le lait. Alors, ils ont fait du progrès, mais il y a 10 ans, le lait tournait très vite. Ah, ok. Ouais, donc ce genre de petits détails. Bien sûr, au début, Au début, voilà, faut s'adapter un petit peu, mais pour trouver les choses que je cherchais, j'avais déjà le vocabulaire, plus ou moins, donc j'avais vraiment pas de difficultés majeures, quoi. Mais ça, c'est intéressant. Tu parles un peu de faire ses courses. Lucie et moi, on a eu des expériences dans plusieurs pays, et c'est vraiment un gros culture shock à chaque fois, de savoir comment tu vas soit essayer de recuisiner un peu tes plats de base, donc ça demande vraiment une traduction compliquée, les agencements dans les rayons peuvent être différents, les noms, la présentation produit, ou alors, si tu te sens d'essayer la culture locale, comment consommer local aussi et cuisiner. Donc c'est vraiment, ça fait partie de tout l'apprentissage, je trouve, quand tu arrives dans un pays. Ouais, et puis c'est très dur ici, parce que quand même la plupart des produits sont importés. Hein. On est sur des terres non cultivables 2 tiers de l'année minimum. En même temps, encore une fois, ça a beaucoup évolué, mais vraiment, il y a 10 ans, en fait, je pense que quand moi je suis arrivée, c'était le début du changement de diversifier le rayon yaourt, par exemple. Parce que moi, il y avait vraiment vanille, fruits des bois,
nature et c'est tout. Pas de texture différente, pas de marque. Enfin, vraiment, Ouais. c'était le monopole sur tous Exactement. les produits. Et là, là, on trouve des danettes, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, On trouve- ouais. Et on encore, trouve- moi, je trouve que c'est quand même réduit toujours le choix Bien comparé sûr. à quand je vais Ouais. en France, dans les rayons et tout. Mais du coup, j'imagine qu'il y a 10 ans, c'était pire. Ah ouais. Enfin, même l'autre marque, la Cumel, qui est donc l'autre marque de produits laitiers, était un peu naissante, tu vois, sur les rayons. Tu les trouvais pas dans tous les distributeurs. C'était vraiment... en même temps, ça donne une simplicité, une facilité. T'as pas le choix, en fait. Exactement. Si tu veux du sucre, c'est celui-là. Si tu veux un yaourt, c'est celui-là. Et tu fais avec. Et c'est vrai que c'est un peu à l'image de certains aspects de la culture norvégienne. T'as un peu moins le choix, il y a un peu plus cette notion de rentrer dans le moule. Après, il faut voir si tu es confortable avec ça ou pas, mais je trouve ça intéressant de le soulever parce que, comme tu le dis, moi, faire mes courses avec moins de choix, alors pas du tout de choix, pas bon, mais les choix qu'on trouve en France, je me dis c'est n'importe quoi aussi. Ouais, la charge mentale de faire les courses en France, c'est fou. Enfin, quand on y va, on a un énorme Leclerc à côté de chez ma mère. Tu peux passer vraiment 1h30 à faire tes courses. C'est le cas maintenant, on évite, notamment en vacances ou quoi, les hypermarchés. C'est vraiment devenu la phobie parce que on préfère, oui, avoir moins de choix, mais faire ça plus rapidement. Ah ouais, clairement. Je comprends trop les gens qui font leurs courses sur Internet en France. Ouais, Ouais, voilà, c'est continuer. Non, là, au moins, tu sais, c'est vite fait, quoi. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que donc nous, on a habité surtout en centre-ville. Il n'y a pas vraiment des caddies. C'est que des surfaces qui sont quand même assez réduites. Les gens font leurs courses plus ou moins au jour le jour. C'est Ou vrai. pour aujourd'hui, demain. Ils vont à la boutique hyper régulièrement. Mais il n'y a jamais la queue. C'est rapide, voilà. Ouais. C'est rapide et tout ça. Ouais. Nous, Bah. moi, j'ai pas pris cette habitude-là. Hein. Je fais mes courses une fois par semaine. Non, mais c'est très vrai ce que tu dis, parce que moi, quand je travaillais chez Mondelez et du coup, on vendait du chocolat notamment, forcément, on étudiait beaucoup les habitudes des consommateurs en Norvège. La caractéristique principale, c'est que ce sont des petits supermarchés et les Norvégiens vont faire leurs courses pratiquement tous les jours pour le soir même. Ouais, Ou si tous les 2 jours. Quoi. si tu cherches Donc, il faut des- des petites courses. Ouais. Surtout pour Oslo, après. Je pense Voilà, que c'est pas ça. vraiment, Oui. Tu sors un peu, mais ouais. tu trouves un peu plus hyper. Il y a des vraiment gros hypermarchés comme Ops, je crois. Ouais, Ops, ouais. Voilà, ça c'est vraiment énorme. On y allait une fois, sur un malentendu. Mais sinon, c'est vrai que les supermarchés en dehors d'Oslo, c'est un peu plus taille supermarché, mais je trouve que ça reste toujours humain. Il n'y a pas trop d'hyper en général. Non. Non, pas vraiment, mais en même temps, il n'y a pas. Enfin, comme il n'y a pas la diversité, les rayons ont moins besoin Ouais. d'être Mm. grands. Donc, tu es arrivée étudiante, tu faisais un job à Étudiant, côté, ouais. étudiant. Et quand est-ce que tu as trouvé ton premier vrai job, entre guillemets? Moi, j'ai fait longtemps job, études. Ouais. Parce que je me suis inscrite à plein de types d'études différentes. Je suis restée longtemps étudiante, en fait. D'accord. Donc, quand j'ai compris que j'avais vraiment envie de travailler dans l'enseignement, j'ai arrêté Maxbou et j'ai trouvé un job de remplaçante en jardin d'enfants. Et en fait, donc ça s'appelle Tilkallingsvikar. Donc, en fait, ils t'appellent quand ils ont besoin. Donc, tu as un espèce de contrat zéro. Et t'es dispo, t'es pas dispo. À savoir que dans ce genre de structure, il y a forcément un adulte malade à l'année, quoi. Ouais. Il manque tout le temps du personnel, en fait, parce qu'ils ont un nombre d'adultes à respecter par enfant. C'est un milieu où il y a des enfants de 1 à 6 ans, où les bactéries, les virus prolifèrent. Et donc, du coup, t'as forcément besoin de personnel en plus, en fait, en permanence. Donc, Oui, donc. à partir du moment où dans une structure, tu as compris les routines, tu connais le prénom des enfants, ton travail il est bon, tu es apprécié, tu es quasiment sûr de travailler tous les jours. Ah oui. si t'as des D'accord, dispos. donc même Voilà. si tu es remplaçante, au final, tu travailles Ouais, souvent. clairement. Mais du coup, tu étais souvent dans le même jardin d'enfants? Ah ouais, moi Ok. j'ai bossé plusieurs années dans... Ah ouais. Enfin, j'ai eu donc 3 expériences différentes en jardin d'enfants. Mhm. Un qui était une très mauvaise expérience qui a duré 1 mois et demi maximum. Et du coup, je suis restée 3 ans et 3 ans et demi. Donc après, les 2 autres expériences se sont super bien passées quand même. Ah, c'était incroyable, Ouais. j'ai adoré. Le premier dans lequel j'ai travaillé, c'était un communal qui avait beaucoup de classes, 3 étages, 2 bâtiments, vraiment Gros jardin d'enfants, quoi. un gros, un gros.
Donc eux, clairement, ils avaient tout le temps besoin de monde. Et moi, je suis tombée sur une classe où il y avait une fille en arrêt long, mais qui prolongeait par 2 semaines, 3 semaines. Mais moi, j'ai travaillé vraiment 3 ans là-bas, et je ne l'ai jamais vue. Et donc, j'ai récupéré ses fringues, ses chaussures. C'était pratique. Mais du coup, non, c'était vraiment une bonne expérience. Et puis moi, je découvrais vraiment la vision de comment les Norvégiens, ou la Norvège en tout cas, considèrent l'enfant, abordent la pédagogie, la petite enfance, même jusqu'à plus grand, parce qu'on a des enfants jusqu'à 6 ans sur ces structures. C'est un autre monde. Et en fait, en même temps, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, parce que c'est le monde dans lequel moi j'ai grandi, avec ma mère qui avait vraiment ce type d'éducation-là, avec beaucoup de respect. Par exemple, l'autorité dans ma famille n'existe pas. L'autorité autoritaire. Bien sûr, après, il y a une hiérarchie, il y a des choses qui sont imposées, etc. Bon, il y a des limites. On revient pas, bien sûr, sur tout ça. Mais moi, j'ai vraiment grandi avec beaucoup de respect, à être considérée comme une personne, même si j'étais un enfant. Ce qui n'était pas le cas de toutes mes copines, par exemple. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé ici. Et j'étais hyper heureuse. Je me sentais très, très à l'aise et j'apprenais énormément. Et je voyais tous ces enfants avec c'est une jeunesse dorée quand même par rapport... Enfin, je veux dire, on sait que la Scandinavie est un peu avant-gardiste aussi sur ce genre de choses-là. Alors, je ne connais pas les conditions à l'école de tous les enfants du monde, dans tous les pays, dans toutes les cultures, mais on est quand même extrêmement privilégiés. Et c'est aussi une des raisons qui nous pousse, nous, à laisser grandir nos enfants là et dans des structures aussi norvégiennes, sans se tourner sur des choses plus alternatives. Et qu'est-ce qui t'a tout de suite sauté aux yeux dans les différences avec un jardin d'enfants français? Tout. Waouh. La liste est longue. La liste est extrêmement longue. En plus, ma mère travaille en petite enfance. D'accord. Enfin, elle gère des crèches. Elle est mère adjointe. Ah, okay. Donc, elle s'occupe de tout ce qui est la petite enfance. Donc, on a eu énormément de discussions sur les différences entre les crèches. Bon, elle faisait surtout crèche et transition maternelle. Et tout. L'organisation. La considération aussi, le nombre d'adultes par enfant. Quand c'est des enfants de 1 à 3 ans, on est sur 3 enfants pour 1 adulte. Déjà, rien que ça, c'est fou. C'est incroyable. Ouais. Et puis après, bon, ils sont un peu plus grands, etc. Et puis on peut monter jusqu'à 18 enfants maximum si le groupe est assez âgé, donc entre 4 ans et demi et 6 ans. Là, tu vas avoir 18 enfants pour 3 personnes, ce qui reste quand même assez luxueux, hein, parce qu'après, on est loin des institutrices qui ont 25 enfants, une ATSEM. Ça fait une sacrée différence. Et en fait, chaque enfant apprend à attendre, à s'organiser, à évoluer avec d'autres enfants, à pas voler les jouets, ce genre de choses-là. Et en même temps, nous, on a le temps de leur montrer, on a le temps de leur expliquer. On passe beaucoup de temps dehors aussi, et on a le temps de les faire s'habiller. Ils apprennent à le faire tout seuls, et c'est OK. On peut passer 1 heure dans la garde-robe pour qu'ils mettent tous leurs habits, ou même juste une chaussure, et c'est OK. Maintenant, on comprend mieux. Eh oui. C'est pour ça qu'elle met autant de temps le matin à s'habiller. Le soir, là, en ce moment, on est dans une phase, on va la chercher, c'est parti pour 3/4 d'heure. Je monte sur le banc, je saute et regarde-moi, et puis je m'habille pas et je reste à l'école, c'est trop bien. Mais voilà, en fait, il y a vraiment le temps, en fait. Mais c'est intéressant parce que nous, mais c'est vrai. On n'a pas tous les codes non plus, en tant que parent français d'une petite fille qui est dans un système norvégien. Ouais, le temps, c'est une énorme différence. Il n'y a pas de... Les repas sont timés. Et ça, c'est un problème que nous, on rencontre vraiment au quotidien. Petite anecdote, ma fille a 6 ans, elle est à l'école maintenant, l'équivalent du CP. Ils ont 30 minutes pour manger. Ils vont chercher leur boîte, ils ramènent leur boîte, ils mangent leur boîte, ils ferment leur boîte, ils se lavent les mains, et il s'est passé 30 minutes. Ah ouais. Elle n'a pas le temps de manger. Et en fait, et même quand elle était... donc ça s'appelle le Barnehage, le jardin d'enfants. Ouais. Même quand elle y était, souvent on avait... Alors moi, elle était dans lequel moi j'ai travaillé, mais bon, après, quand elle a commencé, j'ai arrêté. Et en fait, souvent, j'avais des retours de mes anciens collègues qui me disaient « Mais ta fille...
c'est 1 heure qu'il lui faut à table. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'assoit et puis elle commence à discuter avec tout le monde. Et je dis, ouais, mais ça, c'est son le côté français. Le pire, c'est qu'elle nous a sorti un petit verre de vin la dernière fois. Ça a servi. Non, mais on a toujours eu ce problème-là parce que pour nous, le repas, c'est vraiment un moment social et on passe du temps en famille vraiment. Et puis moi, tout le monde me dit, mais attends, quoi? Tes enfants passent 1 heure à table? Mais c'est possible, ça? Ah ouais, d'accord. Et bah oui, mes enfants passent 1 heure à table. On est assis ensemble, on discute, on se raconte nos journées, on se fait des blagues. On parle de demain, etc. Et donc, du coup, ma fille, elle associe pas du tout le moment du repas à il faut manger pour donner de l'énergie à ton corps, pour survivre le reste de ta journée. Donc là, on est... c'est un peu compliqué. Ouais, et d'ailleurs, c'est pareil pour les adultes au bureau. Complètement. Ils mangent tous très rapidement en 30 minutes, voire parfois devant les ordis si c'est des boulots en entreprise. Et c'est vrai que nous, en tant que Français, on est là, bah non, venez, on va se poser, on va discuter en même temps et ça, on va prendre le temps. Quoi. Ça, c'était un choc pour moi. Enfin, quand tu me parlais des chocs de culture, alors Max Bouche commençait à 6h du matin. Wow. À 10h30, le téléphone sonnait. Chloé, va en pause. Comment ça en pause? Goûter? Va en pause petit-déj. Ouais, pause-déj. Waouh! Alors, j'avais 30 minutes, clairement, je prenais un petit déjeuner. Quoi. Ça, pour moi, c'était trop bizarre. Sur les jardins d'enfants, étrange aussi. Parce qu'en fait, tout le monde est très... Enfin, t'imagines, quoi, tu travailles en pyjama, plus ou moins. T'as le temps tout le temps, t'es en chaussettes, tu joues au sol avec les enfants. Il n'y a pas non plus vraiment de hiérarchie, même au sein de la classe. Donc, il y a une structure. Il y a des pédagogues qui ont des études spécifiques. Après, il y a des espèces d'ATSEM qui ont des études spécifiques, mais moins hautes. Et puis après, il y a les remplaçants, les assistants, etc. Mais bon, tout le monde est quand même largement au même niveau, face aux enfants en tout cas. Et l'ambiance est hyper chaleureuse, disons, et avec beaucoup de proximité, aussi du contact. On câline beaucoup les enfants, etc. Et tu vas dans la salle repas, il y a un silence de plomb. Ah ouais. Chacun mange son truc. Et ouais, mais en fait, alors quand tu travailles avec les petits, donc jusqu'à 3 ans, il y a la sieste. Donc tu as cette espèce de moment de calme dans ta journée. Mais quand tu es avec les 3-6 ans, qui ne s'arrête jamais, qui parle tout le temps, qui se chamaille, fille, garçon, 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 fille, fille, joue au coiffeur avec moi, oui, mon épée, elle s'est cassée, fais-moi un avion, n'importe, tout et n'importe quoi. On a énormément de jeux libres. Tu comprends en fait que, bon, déjà, c'est des Norvégiens, ils ont besoin de leur bulle. Pas tout le monde, j'ai pas envie de mettre beaucoup trop d'étiquettes, mais comme on disait au début. Et ensuite, tu comprends que tu as besoin de ces 30 minutes de silence pendant ta journée. C'est comme un temps calme, en fait, le repas. C'est ton propre temps calme, ouais. Du coup, ça, c'était pas bizarre. Forcément avec tes collègues à ce moment-là, en tout cas pendant la pause repas. Jamais. D'accord. Trop bizarre. Et comment tu as été traitée en tant qu'employée? Sur les structures communales, il y a un espèce de standard, à savoir qu'il y a une énorme majeure différence entre la France et la Norvège. Quand tu travailles dans le public, au niveau de l'enseignement en tout cas, t'es beaucoup mieux payé et t'as beaucoup plus d'avantages. Ah, ok. Attends, donc là, en Norvège, dans le public norvégien, mieux payé et plus d'avantages que dans le privé norvégien? Ouais, dans l'enseignement en tout cas. Wow, ok. Ouais, clairement. Pour exemple, donc du coup, on travaille 7h30 continu, donc c'est le forfait horaire norvégien. Notre pause déjeuner est comprise et payée, parce qu'on est obligé de rester sur la structure, vu qu'il y a un nombre d'enfants par adulte, en cas d'incendie ou n'importe. Donc ça, c'est comme ça normalement partout, et normalement sur toutes les structures, que ce soit public ou privé. Mais après, il y a des différences, par exemple, quand tu fais 1 heure supplémentaire. Donc 1 fois par mois, il y a des réunions, ce genre de trucs, tu vas rester 2 heures de plus, où ils ont besoin d'un extra, une collègue malade, n'importe. Tu fais 1 heure supplémentaire, déjà elle t'est payée à 300%, je crois. Enfin, c'était vraiment un truc énorme, donc elle est payée. Et en plus de ça, tu l'as en récup. Ah waouh. Tu cumules les deux. Ouais. Et elle est payée et tu l'as en récup. Donc ça, dans le privé, c'est pas comme ça. À toutes nos entreprises, si vous nous entendez, on est OK pour avoir les mêmes conditions. Je plaisante, mais en général, c'est vrai que, bon, selon on va dire le contrat qu'on a, il y a pas vraiment la notion de cadre, pas cadre, mais un peu indirectement. Et en général, les heures sup, c'est l'un ou l'autre. Soit on se les fait payer plus, soit on les récupère. Dans les grandes entreprises, en général, c'est ça le système. Ouais. Il y a beaucoup d'accords de branche, donc vous êtes tous les deux dans les branches ingénieurs. Donc vous êtes effectivement sur ce système-là. Après, c'est pas partout pareil. C'est un peu différent, mais oui.
Après, en Norvège, par expérience, et donc du coup, pas sur le même secteur que le vôtre, mais mon conjoint est ingénieur aussi. Et en fait, on remarque qu'on nous encourage vraiment à ne pas faire d'heures sup. Oui, exactement. Oui. Vraiment, c'est pas du tout bien vu. Un employé qui va faire plus d'heures, un patron qui va te dire, bah non, en fait, t'as pas fini ton dossier, tu restes. Ce genre de choses-là, c'est très mal vu. Ouais, complètement. Et sur ce point, dernièrement, j'ai été représentante des employés dans mon entreprise. Et effectivement, quand il y avait des heures sup, les employés devaient justifier pourquoi ils avaient fait ces heures sup et devaient rendre des comptes au RH et à moi pour être sûr que c'était fait dans de bonnes conditions et pour de bonnes raisons. Ouais. Et en fait, ça fait partie vraiment du... Enfin, c'est quelque chose d'intégrant pour déjà le bien-être au travail. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, le boulot, ton métier, c'est un accompagnement de ta vie. Tu ne travailles pas pour ton métier, tu ne vis pas pour ton boulot, en fait. Et donc, du coup, ça fait aussi partie du contrat social et du contrat de confiance et du contrat de travail à ne pas encourager les personnes à faire des heures sup. Parce que ça développe aussi plus facilement des environnements de travail un peu toxiques. Après, j'ai pas énormément d'exemples, mais mes deux parents sont fonctionnaires, donc c'est légèrement différent. Mais j'ai un ami en France qui a exactement le même statut que mon conjoint. Et lui, s'il part du boulot avant 18h30, c'est hyper mal vu. Bien sûr. Ouais. Alors qu'il fait son travail, il s'organise, il prend des pauses déjeuner plus courtes. Enfin voilà, lui, il a rien à se reprocher. Mais il est tout le temps montré du doigt... il a de la pression, etc. Parce qu'il part trop tôt du boulot. Oui, rien que le volume horaire, le présentéisme, tout ça, c'est vraiment encore un sujet, quoi. Ouais, clairement. Et le fait que ça n'en soit pas un ici, c'est incroyable. De dire, non, moi, je vais chercher les enfants, 15h, c'est terminé. Par exemple, dans une entreprise dans laquelle mon conjoint a travaillé, il était interdit de programmer une réunion qui devait se finir après 15h. Ah, mais oui. Ouais. Si tu as une réunion, c'est 13h max, quoi. Ouais, j'adore. Faudrait que tu me donnes le nom. Non, mais c'est vrai. Peut-être. En tout cas, le vendredi, il y a de trucs religieux où tu ne touches pas au vendredi, quoi. Tout le monde part en hutte, en cabine, au chalet. Non, et puis quand t'es adulte et que t'as une vie de famille et tout ça, tu vas chercher tes enfants, c'est normal. Et comment ils font d'ailleurs les employés des Barnet à Gueux, des jardins d'enfants, parce que pour aller chercher leurs propres enfants. Alors, on se repose sur le conjoint. Non, en fait, on a je sais pas comment ça s'appelle en français. Ouais. Oui, voilà. Donc en fait, soit tu as le premier service, le service du milieu, donc quand tu es sur un roulement à 3, et le service du soir. Donc du coup, soit tu commences à 9h30 et tu finis à 17h, grosso modo, soit tu commences à 7h ou 7h30 selon les structures et tu finis à 14h30 ou 15h. Et donc du coup, dans ta semaine, c'est quand même assez changeant, parce que ça, c'est tous les jours. Tu fais une fois premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième, etc. Moi, j'ai travaillé dans des classes où après on était 4, donc même organisation. Et du coup, on essaye de s'arranger pour avoir... déjà, souvent, on travaille proche de là où on habite. Après, je sais qu'il y a aussi quand même... Alors pour nous, non. Pour les personnes qui travaillent en physique tout le temps, je sais pas moi, les menuisiers, les caissiers... dans la vente directe, etc. C'est une autre organisation, mais je sais qu'il y a ce système aussi de roulement. Et puis après, par exemple, la maîtresse de ma fille, elle a pas de roulement, c'est 8h tous les matins, donc 8h tous les matins. Et par contre, du coup, c'est elle qui va chercher son petit à l'école. Bon, alors l'école en Norvège, soyez prêts. Quand ça va vous arriver, c'est 8h15, 13h15, 13h30. Bon, après, il y a le périscolaire, etc. Ouais. Mais donc, du coup, elle, en tant que maîtresse, elle finit... elle a forcément de l'administratif, préparer des choses, etc. Mais elle finit rarement après 15h. Donc, c'est systématiquement son conjoint qui dépose leur fils au jardin d'enfants et systématiquement elle qui le récupère. Une organisation, ça se trouve. J'adore que tu donnes les clés du fonctionnement de jardin d'enfants, parce qu'en fait, il y a vraiment cette... Même si on n'a jamais eu d'enfants en France, on garde malgré tout des codes et des repères français, de peut-être nos propres expériences, ou la famille, des cousins, ou que sais-je. Et ça nous aide, je trouve, là, à comprendre un peu. Parfois, on peut se poser des questions sans aller chercher à avoir les réponses. On a la crèche, jardin d'enfants, on va avoir
tiens, ce matin, c'est cette personne, tiens, ce soir, c'est une autre personne. Mais c'est intéressant de voir quelle idée derrière, le roulement, faire de la place aussi pour leur propre vie. Ouais. Bien sûr, et c'est important. Quand je vois, moi, je peux comparer parce que ma sœur a travaillé en crèche à Paris. Waouh. Et, C'est pas les mêmes horaires, déjà. C'est pas les mêmes horaires. Hein. Elle commençait très souvent tôt et elle terminait très souvent tard. Parfois un peu moins tard, mais quoi qu'il arrive, c'était tard. Et un nombre d'enfants. Et un nombre d'enfants. Ouais, c'est un enfer. Et pour le coup, ils n'ont pas de remplaçant quand quelqu'un est absent. Non, parce qu'il y a des autorisations. Enfin, alors, pour le coup, en Norvège aussi, hein, si tu veux travailler en jardin d'enfants ou avec des enfants, quoi qu'il arrive, même si c'est pour un remplacement, tu dois donner un extrait de casier judiciaire. Il y a des espèces de boîtes d'intérim spécialisées pour les remplaçants en jardin d'enfants et en temps périscolaire à l'école. Donc, eux s'occupent en fait d'enquêter plus ou moins sur les personnes qui vont envoyer, etc. Moi, je suis jamais passée par là. Je suis toujours passée directement par les structures. Et, mais après, bon, t'as un espèce d'entretien. En Norvège, on est très... enfin, en tout cas, professionnellement parlant, c'est très humain. Donc, ils vont regarder un peu ton CV, mais ils sont surtout intéressés à t'entendre parler, savoir d'où tu viens, surtout pour travailler avec les enfants. Ouais, on va vérifier que t'es pas un psychopathe caché, quoi. Tu vois, moi, j'ai fait un entretien, par exemple, d'embauche à l'école française d'Oslo. Et ils m'ont dit, ils avaient un problème sur mon rapport à l'autorité, par exemple. Ils m'ont dit, mais en fait, c'est pas question que tu travailles avec nous. Enfin, je les intéressais beaucoup parce que j'ai un FLE, donc ça, c'est très intéressant. Et en même temps, moi, je parlais beaucoup... Qu'est-ce que c'est un FLE ? Un FLE, pardon. C'est des études spécifiques, ça s'appelle français langue étrangère. Et en fait, normalement, si tu enseignes en structure francophone ou le français aux étrangers ou ce genre de choses, voilà, rapport France-étranger, il faut normalement avoir des études en FLE. Donc, d'accord. Moi, j'ai une mention FLE sur ma licence, par exemple. J'ai fait un bicursus. Donc, ce qui fait que normalement, tu es encore plus apte, on va dire, à apprendre le français à quelqu'un qui ne parle pas à la base. Ouais, d'une certaine manière. Ouais. On peut Grosso dire ça modo, comme ça. ok. Ouais. Par exemple, il y a des personnes qui étudient le FLE en France de manière très poussée et qui vont travailler avec des entreprises et donner des cours de français aux personnes étrangères. Ça se fait aussi. Mais donc du coup, quand même, la mention FLE est très appréciée sur les structures francophones à l'étranger, etc. Et vraiment, les questions qu'on m'a posées à l'entretien, déjà, il y avait une commission, ils étaient 11. Je me suis dit, franchement, ils exagèrent. Je rentrais dans cette salle et tu n'avais pas juste une personne ou deux, comme j'ai toujours eu. C'était vraiment, il y avait 11 personnes. Il y avait même des représentants de parents d'élèves, la comptable. Trump, Elon Musk et Macron. Toute une délégation avec tous ces gens-là en U devant toi. Je me suis dit, mais moi, je viens pour un entretien d'embauche les mains dans les poches. Et donc, les questions étaient vraiment très orientées par rapport au fait que, parce que j'avais l'air jeune, j'ai une voix fluette, j'ai ce genre de choses-là. Ils se disaient, mais tu vas te faire manger avec des gamins de 11 ans, tu te rends pas compte. Je leur ai dit, mais en fait, moi, j'ai toujours travaillé avec des enfants, je n'ai jamais eu de problème. Et en fait, il y avait cette espèce de choc culturel quand même. À la sortie de l'entretien, je me suis dit, moi, de quoi qu'il arrive, j'ai pas envie de travailler là, en fait. Le fait de me retrouver en fait dans un système franco-français scolaire avec ce genre de structure brute et élitiste sur beaucoup de choses, etc. Après avoir connu la souplesse en Norvège et notamment avec les enfants qui sont si jeunes, c'était un peu waouh. Les entretiens d'embauche en Norvège, en tout cas de mon expérience, c'est extrêmement humain, quoi. Tu te dis oui, alors et du coup, nous on aimerait bien expliquer ça aux enfants, comment tu ferais, ce genre de choses là, quoi. Ouais, il y a un enfant qui joue avec l'eau, il en fout partout, il est trempé, c'est trempé partout. Les autres ils arrivent, ils glissent. Qu'est-ce que tu fais? J'adore. Ouais, des mises en situation. Des mises en situation pour voir comment tu réagis. Qu'est-ce que tu fais? Et la première réponse, c'est tu prends le temps. Tu prends le temps et puis on va aller ensemble chercher du papier, essuyer, fermer le robinet. Ensemble, on va aller chercher du change, changer les chaussettes des autres qui ont glissé. On dit souvent, il n'y a pas vraiment d'apprentissage au jardin d'enfants norvégien. Ça peut être un des reproches de ceux qui aiment l'éducation, en tout cas plus française. Toi, est-ce que tu dirais que, notamment via l'exemple que tu donnes d'entretien, est-ce que tu trouves que la première des choses qu'on apprend, c'est qu'est-ce qu'on aime faire et l'autonomie, par exemple? Je dirais que c'est faux pour les personnes qui pensent qu'il n'y a pas d'apprentissage en jardin d'enfants. Déjà, les enfants sont quand même au jardin d'enfants jusqu'à 6 ans.
c'est une énorme période de leur vie. Alors c'est très personnel, mais j'aime beaucoup qu'on mélange les âges. Souvent c'est 1 à 3 ans et 3 à 6 ans. Ça autonomise les plus petits qui ont envie de faire comme les grands, et ça sensibilise les grands à aider les plus petits. À aussi prendre le temps, à être plus respectueux aussi sur le fait que lui, il sait pas. Parce que du coup, personne n'est montré du doigt parce qu'il est dans l'incapacité de tartiner son pain tout seul ou de mettre ses chaussures tout seul. Place de le montrer du doigt et de dire ah, il n'a pas appris à faire ses lacets, il sait pas mettre ses chaussures, etc. On va en fait encourager les plus grands ou les autres à aider ce plus petit. Et en fait, ça part aussi du principe qu'on a le temps. Parce que, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas vraiment de comparaison réaliste, avec la France. Si tu vas dehors et que tu as 15 minutes, parce que c'est les 15 minutes de récré, et déjà, tu as tes chaussures sur toi tout le temps, donc c'est un peu différent. Mais faut que tu mettes tes chaussures. Tu n'as pas le temps de passer 15 minutes à mettre tes chaussures, ou à essayer de le faire tout seul, ou à essayer de faire en sorte qu'il y ait un autre enfant qui va l'aider. Parce que nous, on est des adultes. C'est cata, un enfant de 4 ans qui aide un enfant de 2 ans à mettre des chaussures. Il faut avoir du temps dans soi, c'est clair. Ouais, du temps, de la patience. Aussi. Il faut pas du tout être dans l'urgence de « Attends, c'est bon, hop là, c'est fait. Tiens, je vais te remonter ton zip, on va mettre le bonnet, les moufles, elles sont à l'envers, les chaussures. » Les enfants qui ont des chaussures à l'envers, c'est OK, ils l'ont fait tout seuls, ils sont trop fiers, on leur laisse leurs chaussures à l'envers. Ça, c'est vraiment... moi, je pense que ça donne aussi beaucoup plus de respect et de patience aux autres envers les autres. Ça inculque un peu plus de tolérance. Ouais. Ne serait-ce que juste dans la structure, dans le fait que personne n'est montré du doigt parce qu'il peut pas. Et à l'inverse, personne n'est montré du doigt parce qu'il peut. Okay. Et en fait, on va pas spécifiquement, en tout cas à cet âge-là, encourager les enfants qui sont bons ou naturellement bons à exceller. On a quand même un espèce de truc de groupe. Et là, nous, on le voit beaucoup avec ma fille qui est donc sur le CP. Elle est plus petite que les autres. Elle est née en fin d'année. Elle a beaucoup d'enfants de sa classe qui ont bientôt 7 ans. Et elle en a encore 5. C'est la plus petite. Elle a toujours été la plus petite, mais elle est très responsable. Elle est très posée. Elle adore les trucs intellectuels. Elle lit, elle écrit. Oh, wow. Et en fait, elle a fait ça toute seule. Parce que, bien sûr, ils ne l'ont pas fait au jardin d'enfants. Et bien sûr, ils ne le font pas au CP. Ils ne le font pas au CP ? Non, on apprend à l'alphabet, tranquille. On a le temps. Mais à partir de quand ils apprennent à écrire et lire ? Ah là là Moi, ce sujet, c'est 8-9 ans. En fait, le truc, c'est qu'on va favoriser les périodes sensibles. On va favoriser l'autonomie. Donc là, par exemple, dans sa classe, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent ni lire ni écrire. Ce qu'ils demandaient, c'est qu'ils sachent écrire leur prénom. Normalement, tu te dis qu'un enfant de 6 ans, 6 ans et demi, il sait écrire son prénom. A priori, ça va. Et donc, du coup, c'est vraiment ça qui est demandé. C'est le mot qui nous a été passé avant la rentrée. Reconnaître ses affaires, être autonome sur s'habiller, se déshabiller, aller aux toilettes, et savoir écrire son prénom. Pour le moment, elle ne s'ennuie pas. Mais nous, on a beaucoup de gens qui nous disent « Attention, qu'elle ne s'ennuie pas, parce que... En fait, c'est assez l'inverse. En France, on va avoir le groupe de tête qui va être encouragé à être tiré vers le haut. Le groupe du milieu qui va être encouragé à suivre ce groupe de tête, et puis les moins bons qui vont malheureusement rester dans le fond la plupart du temps parce qu'ils ne sont pas assez bons. Ils ne suivent pas le rythme, ils ont des difficultés scolaires, ce genre de choses-là. Donc si tu ne rentres pas dans le moule du mieux, tu vas être un petit peu laissé sur le côté, grosso modo. Ou en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. J'imagine on a à peu près le même âge. Ouais. Vous êtes sur la même expérience scolaire. Ouais. En Norvège, ça va être l'inverse. Ça va être, il faut laisser personne derrière. Donc, quitte à baisser le niveau général du groupe moyen, parce que tu as toujours en fait 2-3 têtes, 3-4, qui se perdent en route, quoi, et une dizaine, quinzaine d'enfants qui sont quand même plus ou moins homogènes. Et en fait, là, quitte à baisser le niveau général pour que ceux qui sont derrière ne soient pas derrière. En fait, les Norvégiens me disent « Quoi, ta fille lit et écrit ?» Ouais, ils sont vraiment là-dedans. Non, c'est oui des Français, mais aussi beaucoup d'étrangers. Nous, on a dans la même classe de ma fille, il y a un petit garçon qui est... il est moitié sud-africain, moitié un pays de l'Est, je ne sais plus lequel. Et ses parents font en sorte qu'il ait des cours privés. Ouais. En plus, lui, il a des leçons en plus, etc. Parce qu'il ne croit pas
au système norvégien. D'accord. Alors que moi, qui ai travaillé en fait avec des Norvégiens toute ma vie, au final, ça fait 10 ans que je travaille avec des Norvégiens, en tant qu'adulte, j'ai pas la sensation qu'ils sont plus bêtes que moi. Mais c'est ça. Qui ai été à l'école avec des bons résultats. Parce que moi, c'est marrant qu'on parle de ce point. Quand j'ai visité un jardin d'enfants pour notre fille, j'avais posé la question quels devaient être les acquis pour après passer au CP, et elle m'avait répondu ce que tu disais. Faut qu'elle sache écrire son prénom. J'avais dit c'est tout. Elle me dit oui. Je dis ok. Et donc j'étais revenue un peu inquiète. J'en fais part à Alban et je lui dis franchement, je sais pas. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt la mettre à l'école française et tout. Et puis Alban m'avait dit mais Lucie, tous les Norvégiens que tu connais, ils savent très bien lire et écrire. Ouais. Donc, c'est pas l'importance qu'ils sachent le faire à 3 ans ou à 8 ans. Mais une petite différence sur la structure de la langue aussi. Parce Oui. que, par exemple, on prononce... Alors moi, c'est plutôt mon approche linguiste qui va intervenir, mais c'est-à-dire que le français, c'est une langue quand même intrinsèquement plus complexe à apprendre que le norvégien, dans le sens où la moitié des lettres, des mots tombent. On ne les prononce pas. Et on le voit chez les enfants francophones qui apprennent le norvégien. Ma fille n'a jamais mélangé le français et le norvégien. Jamais. Alors que mon fils, lui, c'est un parfait mélange. J'utilise un mot ici, là. Il s'en fout complètement. Mais alors elle, jamais. Par contre, elle était... Parce qu'en fait, les langues, c'est des maths. Quand même. Donc elle était quand même hyper perturbée, même à 2 ans, sur le fait que le pluriel en français ne se prononce pas. Et ça, c'était vraiment difficile pour elle. Et du coup, en fait, elle accolait le pluriel norvégien au mot français. Ouais. Et j'imagine que vous allez le remarquer assez rapidement avec vos enfants. Je pense que cet épisode est déjà passé, mais il me semble, maintenant que tu le dis, que ça nous est arrivé. Ouais. Ou qu'elle mettait une structure norvégienne, mais avec des mots français. Aussi. Tu finis une phrase avec. Typique. Même moi, je le fais. Je me rends compte des fois que je me dis, mais oh là, je ne parle plus bien français. Mais en fait, elle était... Ça, tu vois, il y a un truc où le cerveau, il a quand même besoin d'avoir des repères, etc. Et en fait, le français, c'est une langue qui est extrêmement réglée. Donc je comprends qu'on justifie d'apprendre vraiment le côté systématique de la langue un peu plus tôt. Pour le français. Parce que c'est quand même beaucoup moins phonétique. Le norvégien, qui est une langue qui reste extrêmement simple à apprendre et à maîtriser. Donc voilà, il y a des mots bizarres, faut apprendre le vocabulaire. Il y a quand même des cas qu'on prononce che. Je dis ça, je dis rien, mais bon, quand même. Ça dépend de l'environnement linguistique. Mais en fait, oui, voilà, il y a 2-3 prononciations un peu étranges, mais c'est une langue qui est beaucoup plus sensible. Ouais, genre tu sens plus la langue. Et puis, en fait, tu es un norvégo-norvégien, tu grandis avec tes parents qui ont un dialecte d'ici, un dialecte de là. Parce qu'en même temps, on est plus libre en Norvège. La langue est extrêmement plus libre qu'en France, où on est encore extrêmement académique, super strict sur t'envoies un mail administratif. Oui, les formules... Oui. Alors que je vous prie de bien agréer, mais sans Enfin voilà, c'est ce genre de choses où tu vas devoir t'en tenir quand même à des formules, à un vocabulaire soutenu, ou même une prononciation, parce que tu es en entretien d'embauche ou parce que tu es au café avec un copain. C'est quand même différent. On ne retrouve pas beaucoup ça en Norvège. Et puis, chacun est libre de sa propre langue. Ta fille, elle a l'air, on va dire, en avance sur le système norvégien. Est-ce que tu l'as aidée avec ça ? Est-ce que c'est elle vraiment qui s'est intéressée et du coup, tu l'as soutenue, on va dire, plus qu'encouragée ? Comment tu vois ça ? C'est que elle. C'est que elle. Ouais, parce que moi, j'ai été profondément trempée dans la société norvégienne, en tout cas au niveau de la pédagogie de la petite enfance et des apprentissages et du reste. On essaye, bien sûr, de respecter ces périodes sensibles. Voilà, si on voit qu'elle est extrêmement intéressée par ça, on va essayer de lui trouver 2-3 trucs qui ont rapport, etc. Par exemple, elle a appris à sauter à pieds joints à 2 ans passés. Elle a regardé les autres sauter pendant des mois et des mois. Elle n'aimait pas aller jouer dehors. Elle n'est pas norvégienne sur ça, par exemple. Et en fait, elle a développé des capacités moteurs. Donc, on a la motricité fine et les capacités moteurs, quoi. Donc, elle a motricité fine, elle attrapait des cheveux par terre en petites pinces comme ça à 4 mois. Mais bon, voilà, marcher, sauter, grimper, faire tout ce genre de motricité un petit peu plus
avancé avec le corps, voilà, c'est venu super tard. Ok. Par contre, intellectuellement, ça Ça charbonne. grouille, quoi. ouais. Donc elle est très différente sur ça. Elle adore faire les trucs calmes, posés. Donc moi, je n'ai pas la sensation qu'elle soit en avance. Et ça, je suis très apaisée avec ça. Et je ne suis pas trop angoissée. Donc oui, forcément, elle, par exemple, elle est le profil type d'une enfant brillante qui réussirait, c'était à son âge, dans le système français. Elle a le bon Mon profil, fils, on va dire. C'est l'inverse. Ouais, voilà. Ah, lui, il est comme un poisson dans l'eau sur le système norvégien et pour rien au monde, on essayerait de l'enlever de là. Mais elle, on s'est posé la question. J'allais te demander. Et elle déteste. Elle adore l'école, bien sûr, mais il y a trop de temps libre à son goût. De temps libre dans l'école norvégienne, du Ouais. coup ? Ok. Oui, parce qu'il faut savoir qu'ils sont à l'école de 8h15 à Voilà. 13h15, mais ils ont une pause déjeuner de 30 minutes. Ils ne rentrent dans l'école qu'à partir de 9h et quelques, donc la première heure, ils sont dehors. Et ils ont aussi 2 pauses entre. Et pendant la classe, ils peuvent aussi avoir du temps libre où ils vont sur l'activité. Donc en fait, souvent dans les classes, c'est organisé par, alors ça je ne sais pas le dire en français, par espace dédié à un type de choses. Donc par exemple, sur les jardins d'enfants, tu vas avoir l'espace construction où tu vas trouver des Legos, des Caplas, ce genre de choses. Tu vas avoir l'espace livre et temps calme. Tu vas avoir l'espace jeu de rôle où du coup tu as des poupées, une cuisine, ce genre de choses. Donc, en fait, les espaces, ils sont quand même construits et séparés de manière à ce que l'enfant puisse s'intéresser et se construire avec ce qui lui l'intéresse. Et en fait, c'est là que l'apprentissage se fait par le jeu. Et c'est énorme. Et aussi, les enfants nous donnent énormément d'informations par rapport à ce qui se passe chez eux. Nous, on est formés aussi, en tout cas en jardin d'enfants, à jouer énormément et encourager les enfants à faire les jeux de rôle de la maison pour détecter s'il y a par exemple des enfants qui sont dans des foyers violents où il y a certaines choses qui ne sont pas respectées, des choses sur les habitudes alimentaires. Et en fait, c'est une manière aussi de regarder l'enfant et d'essayer de pouvoir lui venir en aide. C'est aussi une manière d'être intrusif dans la vie d'un foyer. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu plus parce que du coup, oui, on prend énormément d'informations aux enfants. Donc oui, on sait beaucoup de choses de ce qui se passe chez eux. Après, c'est des enfants et il y a des âges. Il y a des âges où il y a la fantaisie qui est très, très développée et où du coup, une parole sur 2, tu sais qu'il faut le prendre vraiment avec des pincettes. Mais en tout cas, vraiment chez les tout petits, eux vont vraiment reproduire leur quotidien. Ils n'ont pas encore assez de fantaisie ou d'imagination pour faire d'autres choses. Donc, quand tu vois une petite fille qui traite super bien sa poupée, qui l'emmène bien au dodo, qui lui tient la main pour qu'elle s'endorme, tu dis, ça, c'est ce qui se passe chez elle. Et à contrario, des enfants qui vont... alors, on ne parle pas des enfants qui jettent les poupées par terre. Et la colère, ça existe. Ça, on a carrément le droit. Tu vois, non, après, on ne catégorise pas. Mais ça nous permet vraiment en fait, d'enquêter quand même sur... T'as déjà eu un cas où alors, moi, j'ai eu repéré une classe très difficile. Et c'est ce qui m'avait fait arrêter d'ailleurs cette structure-là. Est-ce que c'était ta toute première expérience qui a duré un mois, c'est ça ou non, pas du tout. Alors, je vais essayer de faire rapidement. J'ai donc travaillé à remplacer une personne pendant plus d'1 an et demi, quasiment 2 ans, où en fait, finalement, j'avais pris sa place. Donc, c'était ma classe et c'était des tout petits. Donc là, moi, j'étais très bien, c'était super et tout ça. Mais ça restait que j'avais pas encore de CDI. Et là, en fait, je finissais mes études, ou en tout cas, là, j'allais pas continuer sur des études et j'avais envie vraiment d'avoir un CDI pour diverses raisons, même si, en fait, dans les faits, c'est la même condition en Norvège, en tout cas sur ce genre de choses. Donc, j'ai dû passer un entretien parce qu'en fait, par les structures communales, tu dois envoyer ton CV, ta lettre de motivation. Tu dois envoyer ce dossier-là sur une plateforme qui est traitée au niveau communal et ensuite, ils sélectionnent des dossiers qu'ils envoient au RH ou aux directrices, etc., qui ensuite te convoquent en entretien. Donc, elles ne peuvent pas dire « moi, j'ai un dossier à proposer en entretien ». Tu es obligé de passer de toute façon par le tri sélectif avant de la communiquer. Donc, j'ai envoyé ma candidature, j'ai reçu... le fait que j'allais être reçue en entretien, etc. Et j'ai passé un vrai entretien d'embauche, alors que ça faisait 2 ans que je travaillais avec eux. Et en fait, il y avait 479 personnes qui avaient postulé, je crois, un truc comme ça. Ah oui. Ah oui. Un nombre énorme. Et donc, j'ai été prise. Waouh. Bravo. Et donc, j'ai été... Ils m'ont proposé une place dans une classe de 3-6 ans. Choc. Pour moi, ça a été un choc. Parce qu'avant, tu étais chez les tout petits ? Moi, j'étais chez les petits. Il y avait la sieste, il y avait l'apprentissage de la langue, parce que moi, ça faisait pas si longtemps non plus. Ça faisait peut-être 2 ans que j'étais en Norvège.
Et en fait, les 4-5 ans là qui parlent en permanence, et en plus ils inventent plein d'histoires, et moi j'avais la tête, mais ah oui, là, la salle de pause, mais je l'ai savourée en silence, quoi. Vraiment, parce que du coup, en plus, oui, c'est en norvégien, c'est dur. Et oui, j'avoue, ça te Ils commencent à avoir des mobilise. dialectes à cet âge-là déjà, ouais, selon les parents et tout, et puis moi j'étais vraiment, je comprenais pas qu'il y avait une licorne sur un nuage qui avait été chercher un seau magique et tout ça. Enfin, tu vois, c'est du vocabulaire que t'as pas en tant qu'étranger. T'as pas grandi ici, t'as pas les références. Quand on me parlait de Captain Sabeltann, t'es vraiment en train de commencer à découvrir la culture norvégienne, en tout cas des petits. Et en fait, cette classe-là était vraiment particulière parce que on n'avait pas de pedleder. En fait, c'était une personne qui était sur un remplacement long. C'était une personne qui était en fait barnebarn, donc assistante sociale. La Norvège et la culture des assistantes sociales, j'imagine que vous le réaborderez sûrement plus tard avec d'autres personnes, mais c'est un gros, vaste sujet. Ouais. Et en fait, elle était vraiment, c'était vraiment ça son boulot. Elle avait avant été assistante sociale pendant plusieurs années, et là elle faisait ce remplacement, et en fait on s'était retrouvés avec tous les cas sociaux qui étaient dans cette classe. Donc elle passait son temps à suivre des dossiers plutôt que de faire la tâche pédagogique, coordination avec les parents, etc. Enfin, elle faisait la coordination mais avec les enfants à dossier en fait. Et donc du coup, moi en tout cas, j'ai été énormément sensibilisée à ça aussi, où j'ai été beaucoup formée, j'ai eu beaucoup de cours en extra. Pour vraiment savoir comment me comporter avec les parents, parce que des fois il y a des enquêtes sur leurs enfants et sur eux, et ils sont pas encore au courant. Mais des fois légalement il faut qu'ils soient au courant de quelque chose quand même. Qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux pas dire, l'attitude que tu as, comment tu vas devoir noter tout ce que l'enfant dit, ce genre de choses. Ça a été très dur pour moi et très lourd, et de me rendre compte aussi à quel point en fait on est attentif aux enfants, mais pas que. Et en fait, à quel point on ferait tout pour le bien-être d'un enfant, parce qu'en fait, on juge que ça, c'est limite. Moi, ça m'a posé quand même quelques... Que tu trouvais parfois que ça allait trop loin, peut-être ? Ouais, en fait, je trouvais parfois que ça allait trop loin. Ouais. Après, moi, en tant qu'étrangère, j'ai toujours entendu des histoires sur les injustices des barnebarn, en fait, en Norvège, sur oui, on m'a pris mon bébé de 2 mois parce que j'étais sous antidépresseur, ce genre d'histoire, tu vois. J'avais cette espèce de spectre. Alors oui, on avait des enfants qui étaient dans des situations terribles. Clairement, dans ma classe, c'était vraiment très difficile. Il y avait des choses dont moi-même, j'étais pas au courant. Par exemple, il y avait certains enfants, il y a qu'une seule personne qui était autorisée à les accompagner aux toilettes ou à leur changer la couche. Et là, tu fais... C'est dur quand même. Parce que moi, j'aurais, par exemple, adoré être infirmière puéricultrice, par exemple, ou vraiment travailler avec des enfants malades, mais ma sensibilité m'en empêche. Et en fait, de me retrouver là dans une classe avec que des enfants en difficulté dans leur foyer, parce qu'après, en fait, à chaque fois, du coup, comme elle était super calée, elle traitait super bien avec les parents, elle traitait super bien avec la police, avec les assistantes sociales, avec toute la coordination et le reste. Et ça, je trouvais que c'était un peu mal fait aussi, personnellement. Je leur ai dit, d'ailleurs, je leur avais dit... Oui, répartir un peu... Ouais, c'est trop, en fait. Et puis... Puis même pour eux, avoir que des copains qui font face à des difficultés... Alors ça, ils le voient pas. Hein. Non, quand vraiment, quand t'as quand même ce truc de moule, où tous les enfants sont égaux, où tout va être pareil. Alors oui, des fois, il y a machin qui partait avec tel adulte parce qu'il devait aller à la police, ce genre de choses. Mais ça, non, les enfants, ils le voient pas, ils sont petits. Il faut savoir que du coup, nous, on avait une classe de 18 enfants. Et en fait, il y en avait peut-être une dizaine qui avaient des dossiers de près ou de loin. Moi aussi, en tant qu'étrangère, on m'a beaucoup parlé de cette protection de l'enfance qui est très proactive. Et parfois, ça fait peur, quoi. Donc, je me dis, oh là là, parfois, je la presse pour qu'elle s'habille et tout. Est-ce que ça, ils vont prendre ça comme remarque ? Enfin, ouais, ça fait peur. Est-ce que c'est vraiment des cas extrêmes dont tu parles en mode violence, ou est-ce que parfois, ça peut être aussi ce que je considérais des petits signaux On a eu tout et rien. On avait des cas très extrêmes. On avait un enfant qui allait être placé, des choses comme ça. Après, il y avait des soupçons, des suspicions, on n'est pas sûr, de la négligence.
Ah, aussi, ouais. Ouais, Mm. ouais, ça, ils font hyper attention à la négligence. Et moi, ça, j'en suis consciente. Et par exemple, ma fille, elle aime pas s'habiller. Donc là, c'est le début de l'hiver, il fait à peu près 0, quoi. Elle aurait besoin quand même de mettre, tu sais, une vraie combinaison, l'équipement d'hiver. Et elle veut pas. Elle veut pas mettre des chaussures qui sont rembourrées parce que ses pieds, ils sont serrés dedans. Et elle est hyper sensible au contact. Et tous les matins, on se bat pour lui dire non, il faut que tu aies des chaussures qui tiennent chaud, qui isolent du sol, etc. Il faut savoir que donc, dans son école et dans beaucoup d'écoles à Oslo, il y a 2 jours par semaine qui sont entièrement à l'extérieur. Ils ne rentrent pas dans l'école. Même au CP ? Ouais. À partir du CP. Parce que nous, c'est un jour. Tu as le turdag. Ouais, alors oui, en jardin d'enfants, ouais. t'as une journée, une sortie en fait, une journée à l'extérieur. Donc, alors chez les petits, c'est différent, on rentre avant 11h30 parce qu'après il y a la sieste et tout. Ouais. Mais ils mangent dehors, ouais. Et non, à l'école, c'est 2 jours par semaine, sans aucune exception. Okay. S'il fait moins que -10, on raccourcit la journée. Mais sinon, il peut y avoir, on a eu quelques déluges quand même là en début de saison où il pleuvait vraiment extrêmement, etc. Il passait 6 heures par jour dehors dans un parc. Et ça s'appelle l'école à l'extérieur. Ça s'appelle plus une sortie. Ça s'appelle on fait l'école. Donc ils sont censés apprendre des choses, ramasser, apprendre à compter de manière différente, etc. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment. Ma fille déteste. Et quand elle a appris qu'à l'école française, c'était quasiment pas de sortie, elle a quand même hésité. Ouais. Et en fait, sur ce côté négligence, par exemple, nous, on a du mal à lui faire porter des chaussures chaudes. Et on n'a pas peur, mais on a quand même une crainte de se dire... Il pourrait relever ça. Et, c'est relevé, c'est sûr. Ah, c'est relevé, c'est sûr. Ah ouais. Mais tu vois, de se dire, mais en fait, c'est mal vu. Ouais. Donc, nous, on essaye et on est un peu... C'est vrai qu'on est quand même tout le temps dernière minute. Là, je fais une petite pause parce que je connais Lucie, elle est en train de se dire, est-ce que j'ai mis la sous-couche ce matin? Est-ce que j'ai mis les gants? Est-ce que j'ai doublé les gants? Est-ce que j'ai mis les chaussures? Non, mais c'est clair, je fais hyper attention. Non, mais c'est vrai que c'est inquiétant un peu ces histoires de, comme tu dis, l'aide sociale, proactive, mais trop. Ouais, la protection de l'enfance. Protection de l'enfance, voilà, qui, de manière générale, nous, quand on devait présenter comme ça notre arrivée, en gros, un peu scandale. En France, on va attendre qu'il se passe quelque chose de mal pour placer les enfants. Éventuellement. Éventuellement, t'as raison, voilà, c'est même en retard ou voire trop. En Norvège, on va pas attendre que quelque chose de grave se passe. Ouais, mais c'est un peu l'inverse de la médecine, par exemple. Donc en France, on va être un peu plus prévention, tu vois. Tu veux dire, ah ouais, je me sens pas top en ce moment, on va prévention. Être sûr qu'il y a rien, tu vois, de grave qui se trame ou quelque chose de ci, de ça, etc. En Norvège, c'est l'inverse. On attend que tu aies tous les symptômes d'un truc pour te dire, ok, en fait, t'es malade, on va s'occuper de toi. Et au niveau, à ce niveau-là, c'est l'inverse, quoi. En Norvège, on fait énormément de prévention sur les enfants. Je trouve que c'est bien, mais c'est vrai quand même que nous, en tant qu'étrangers, et avec tout ce qu'on entend, ça peut faire un peu peur. Il y a quand même parce qu'on n'a pas tous les codes sociaux. Enfin, moi, je vois la première année de ma fille, vu qu'elle était de décembre, elle n'avait pas de crèche tout au début et tout. Et là, quand je reprenais ses affaires la première année pour ma seconde fille, je disais à Alban, mais on n'avait pas de laine pour elle au moment de l'hiver. Et je me dis, mais maintenant, mais si un jardin d'enfants avait vu que notre fille venait sans laine tout l'hiver, ils auraient peut-être relevé ça, quoi. En fait, nous non plus, on n'a pas de laine. Ils ont du mal. Mais oui, il y a tellement un lobby dans la culture de la laine, quoi. Je jure que par ça. Je sais. Mais en fait, oui, ça tient chaud. Oui, non, c'est vrai que ce sont des matières géniales. On va parler de ma fille, du coup, c'est le meilleur exemple. Mon fils est plus souple. Elle déteste avoir 2 couches fines sur elle, tu vois, genre 2 pantalons, tout ça, c'est pas... Et je la comprends. Moi, 2 pantalons, mais jamais tu me verras avec 2 pantalons ou un collant, un pantalon. Mais moi, c'est trop drôle, moi, je suis comme ça. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai travaillé là, et il fait 25 degrés. On n'aère pas beaucoup. Les fenêtres sont souvent condamnées ou avec seulement des petites ouvertures parce que la sécurité enfant. Ouais. Dans les classes, tu veux dire? Ouais. Il fait une chaleur pas possible. Et il y a des enfants, ils ont leur sous-couche de laine, leur t-shirt et leur pull toute la journée. Ouais. Alors moi, je suis le seul parent qui me dessape à fond quand je vais la déposer. Mais quand tu vas la récupérer, c'est la seule gamine ou une des rares qui n'a quasiment plus rien sur elle. Donc comme tu dis, problématique d'aller essayer de remettre les couches une par une avant de sortir. Ouais. Généralement, on n'arrive pas à lui remettre toutes les couches. Hein. Non, mais parce qu'en fait, elle n'a pas forcément besoin, tu vois. Et ma fille, elle est
alors moi, j'ai pas froid facilement, visiblement, elle non plus. Et en fait, la laine, en tout cas les sous-couches thermiques, laine comme ça, etc. Alors là, oui, il y a un intérêt. Je veux dire, elle passe 6 heures, 7 heures par jour dehors. Elle a à peine 6 ans, il fait quand même bien froid. Ouais, tu vois, quand tu choisis, par exemple, la combinaison de cosmonautes là, qui vont porter tout l'hiver, tu dis, bon, ouais, on va aller peut-être sur une marque un peu mieux isolée ou un truc où on sait que... Et en fait, là, nous, on a le problème. C'est pas un vrai problème. C'est plus peut-être un problème de riche. Mais on se dit, elle va être beaucoup dehors. C'est pas un gros gabarit. Il faut qu'elle puisse bouger parce qu'elle aime pas être dehors. Mais parce qu'elle aime pas... En fait, elle est trop coincée dans toutes ses couches et tout comme ça. tu dis, ce sont des cosmonautes. Donc, c'est des trucs de cosmonautes. Ouais. Donc, du coup, on avait ce truc de... en fait, il faut un vêtement technique. Il faut un truc de cosmonaute technique. Ça coûte hyper cher. Et en fait, c'est un tissu qui est aussi un peu plus fragile, qui fait des trous plus facilement. Donc, des fois, tu le gardes pas d'un enfant à l'autre, malheureusement. Donc, oui, tu finis la saison avec. Tu vas pas en racheter 12, quoi. Mais je vois... Donc, nous, on habite dans un quartier assez aisé, avec beaucoup de Norvégiens. Il n'y a pas énormément d'étrangers. Ou alors, il y a des étrangers, mais des Allemands mariés avec des Norvégiens, des trucs comme ça. Et en fait... les enfants sont suréquipés. C'est quelque chose qu'on voit, et j'imagine que vous, c'est plus ou moins la même chose. Ouais. Et nous, c'était très commun, par exemple, au jardin d'enfants, que toutes les affaires restent, parce que de toute façon, ils ont le double à la maison. Ouais. Tu vois, ils vont avoir ces le week-end. Ouais. Je disais, parfois, je comprenais pas au Barningue pourquoi toutes leurs affaires restaient. Oui, mais c'est parce qu'ils ont tout en double. Mais ici, c'est très commun de pas tous sur avoir la surconsommation. triple. C'est pas du tout notre approche de vie, la surconsommation et ce genre de choses. Donc, on n'a pas 12 dresses pour les enfants. Combi, quoi. Ouais. Et du coup, on transporte de la maison au jardin d'enfants, beaucoup plus, au jardin d'enfants, à la maison, etc. Beaucoup plus. Et c'est vrai qu'eux, ils en ont 2, voire 3. Voilà, ça dépend. Il y a des cas extrêmes où tu en as 3 parce que, des fois, il faut les laver. Et je me dis, c'est un autre monde. Et donc, du coup, il faut pas non plus tomber dans la paranoïa de te dire, ils vont penser que je suis négligente. Complètement. Non, mais moi, je suis... Alors, je pense qu'on allait faire parano. Voilà, 2 commentaires complètement différents. J'allais dire, moi, maintenant, je suis en paix avec ça et je me pose votre question. Et là, à ma gauche, la parano. Mais juste là, elle a fait sa rentrée donc dans le jardin d'enfants chez les grands. Ouais. Et à la rentrée, donc, s'est posé la question du sac à dos. En fait, j'ai juste regardé les sacs à dos des autres et ils avaient tous le même sac à dos de la même marque. Alors, avec des dessins différents. Quand j'ai demandé à la maîtresse quel sac fallait, elle m'a dit celui-là, il est vraiment très bien parce qu'il s'attache en haut, il s'attache en bas pour partir en rando, c'est parfait. Et tout. Je me suis dit, je sais que je ne suis pas obligée d'acheter ce sac, mais en même temps, je n'ai pas envie que ma fille soit la seule à ne pas avoir ce sac parce que j'aurais l'impression que c'est la seule qui n'a pas le sac qu'il faut, en fait. Ouais, ça, c'est un truc, moi, je m'en fiche un peu plus. Du moment que ça leur plaît et que c'est pratique. Mais on a eu la même chose là à la rentrée, parce que le sac de première classe. Ça grandit. Oh là 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 là. Et alors là, pour le coup, il n'y a pas un enfant. Il y a 88 enfants qui sont rentrés dans l'école de ma fille en première classe cette année. Il n'y en a pas un qui n'a pas ce sac. On parle du Beckman ? On parle du Beckman. Ouais. Et en fait, notre lobby norvégien. Il y a des lobbies en Norvège, j'imagine. Le lait, le chocolat, le fromage, tout ça. Mais c'est dingue, tu vois, de dire... Parce qu'il a un coût, ce sac. Ouais, on est sur un sac extrêmement cher. Et en fait, il est beaucoup trop gros pour elle. Ils sont là, le sac le plus léger du marché. Non, il est lourd. Il est lourd par rapport à elle. Elle fait encore que 18 kilos. Son sac, il en fait 4. Je sais pas, quoi qu'il arrive. Ouais, en fait, elle passe sa journée, pour le coup, dehors. Enfin, c'est encore différent. Oui. Mais le truc étant que moi, je m'en fiche qu'elle ait un sac différent, même si je lui couds un sac ou je ne fais rien, parce que aussi, j'ai grandi de cette manière-là. On a toujours été un peu marginaux, pour le coup, parce que notre niveau de vie passait pas exactement dans le milieu dans lequel j'ai évolué, dans le quartier, etc. Donc ouais, on avait des affaires un peu différentes, on avait pas mal de trucs de récup. Je garde mes fringues pendant 10 ans, 15 ans, c'est pas très grave. Et en fait, là, je vois qu'on est sur quelque chose de très différent. Et ma fille, elle, ça lui tenait énormément à cœur d'avoir le même sac que les autres. Alors que pourtant, elle n'a jamais eu ce genre de choses-là. Ouais. Donc oui, bien sûr qu'elle a eu son sac Beckman et qu'elle a fait sa rentrée avec son sac en étant très fière. Ouais, et moi, je pense que pour l'instant, Gisèle, elle se rend pas compte que tout le monde a le même sac. Enfin, quoique, peut-être un peu, mais moi, c'est surtout, je me disais, ah non, ça va pas être la seule étrangère qui n'a pas le sac. Et oui, il y a ça aussi.
T'as ce regard-là, ouais, parce que vous êtes encore dans... Alors nous, on a quelques étrangers, vous, c'est de plus en plus rare, plus on s'éloigne. Mais après, en tout cas, pour la surveillance, la négligence et tout ça, il faut pas être inquiet. Ils vont pas appeler les services sociaux parce qu'elle a pas un Beckman à la rentrée. Non. Et moi, j'ai une voisine qui nous a menacé un jour d'appeler les services sociaux. Ah bon Mais non, raconte. En fait, on vivait dans un immeuble où, entre chez elle et chez nous, c'était du papier. Vraiment, je pense qu'en fait, c'était qu'un appartement et qu'ils ont séparé. C'est comme quand tu rajoutes une chambre. Ils ont mis un rideau. Limite. Ouais, franchement, c'était assez vieux comme truc et tout. Donc, j'étais enceinte de mon fils et ma fille avait moins de 2 ans. Et elle faisait énormément de terreur nocturne. Donc, moi, c'est quelque chose que je connaissais. Mon petit frère en avait eu, etc. Pour les gens qui connaissent pas les terreurs nocturnes, ça porte trop bien son nom. C'est horrible. C'est un espèce de cauchemar, en fait, terrible. Et tu ne peux pas et tu ne dois pas réveiller l'enfant. Il faut qu'il trouve la solution tout seul à sa situation à ce moment-là. Parce qu'en fait, si tu le réveilles, déjà, c'est un énorme stress pour lui. Et c'est super dur de réveiller un enfant en terreur nocturne. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Non. C'est impossible. Et en fait, il n'y a rien à faire. Et tu peux pas te mettre à crier plus fort que ton enfant, secouer ton enfant. Enfin, là, on va dans des trucs impensables, mais enfin, c'est le milieu de la nuit, c'est toutes les nuits, c'est 4 fois par nuit. L'enfant hurle à la mort, c'est compliqué. Et donc, ma fille hurlait extrêmement fort. Mais vraiment, elle hurlait. Des fois, elle avait pas de voix le matin. Wow. Elle avait vraiment des terreurs nocturnes hyper intenses. Ça pouvait durer longtemps? Ça peut durer assez longtemps, oui. Ça peut durer... Alors, en plus, si elle se réveille, faut savoir que si elle est réveillée par un facteur extérieur, que c'est pas elle qui a solutionné en fait son problème, il se rendorme et il se réveille 20 minutes après dans la même situation. C'est la différence d'un cauchemar en fait. Okay. Le cauchemar, tu vas te rendre compte que ça va être dans la réalité. En fait, t'es chez toi, tout va bien, tu peux te rendormir tranquille, etc. Les terreurs nocturnes, non. Donc c'était très, très difficile. Moi, j'ai eu une grossesse vraiment moisie avec mon fils. Donc, j'ai été hospitalisée, par exemple, 2-3 fois. C'était le Covid, je devais être toute seule. Et tout cette espèce d'environnement-là qui était un peu compliqué. Et une nuit, ma voisine, elle a complètement dérapé, quoi. Et elle nous a dit, je vais appeler les assistants sociaux, faut arrêter de battre votre fille, de l'enfermer dans une pièce pendant que vous allez vous isoler avec un casque et jouer à des jeux vidéo dans une autre pièce. Et en fait, elle avait des problèmes, pour résumer. Et son mec avait fait ça à sa fille quand elle était petite. Donc, en fait, elle a transposé la maltraitance. Donc, en fait, elle pensait qu'on enfermait notre fille dans une pièce. C'était ce qu'elle vivait, elle? C'était ce qu'elle avait vécu, elle, quand sa fille était petite. Donc là, elle avait 10 ans, sa fille, déjà. Mais donc, du coup, oui, en fait, et elle avait dit ça. Et moi, j'étais hospitalisée une nuit. Chris, il pouvait pas... donc, mon conjoint ne pouvait pas calmer notre fille. C'était un enfer. Déjà, la nuit, elle acceptait que moi. Et encore, c'était difficile. Et en fait, c'était une ultra dur. Moi, j'étais donc hospitalisée. Je lui réponds à 1h30 du matin à son SMS en lui disant « Écoute, je suis hospitalisée. C'est sûrement une terreur nocturne. Je suis désolée, il n'y a rien à faire. Prends ton mal en patience. » Et après, elle a dit « Faut pas maltraiter les enfants comme ça. Vous, les Français... » Elle est partie dans des délires un peu... oui, les clichés des Français qui mettent encore beaucoup de fessées et tout. Voilà. Elle est mal tombée en plus parce que toi, c'est l'opposé, quoi. Et en fait, elle savait pas, par exemple, mais du coup, on l'a un peu calmée, quoi. Je dis, viens, vas-y, passe à la maison, viens voir les portes et les verrous, parce que nous, il faut savoir qu'on avait enlevé toutes les portes, parce qu'en fait, c'était hyper mal agencé. Donc, on n'avait plus aucune porte à part à la salle de bain, et surtout pas dans les chambres. Et en fait, on avait mis des gros rideaux épais à la place. Ah, mais pour jouer aux jeux vidéo toute la nuit. Ah bah ouais. Et son lit, donc ma fille, forcément, elle avait un lit au sol. Elle était libre de se déplacer si elle avait besoin, etc. Et donc, du coup, on lui avait dit, viens, alors, dans quel lit elle est enfermée, dans quelle pièce? Ça avait un peu calmé, quoi. Mais elle nous a quand même menacé de nous balancer aux services sociaux pour donc, maltraitance. À l'issue de ça, c'est là que vous avez décidé de quand même lui montrer pour un peu essayer d'apaiser les choses. Comment vous avez réagi? On a déménagé. Et ouais, voilà. Non, mais j'allais dire, il n'y a pas d'issue avec ça. Et puis, en plus, elle était quand même alcoolique, mère célibataire, alcoolique. Il y avait quand même d'autres choses derrière. Aussi. Mais non, on a déménagé de toute manière. On allait accueillir un deuxième enfant. Et puis, c'était un logement quand même assez vétuste. On était très contents de déménager, franchement. Mais ouais, on a été menacés et franchement, ça fait peur. Et tu vois, de me dire, mais attends, moi, je travaille avec
pas dans un jardin d'enfants. Tout le monde me connaît. Je sais que ça n'ira jamais plus loin que ma voisine un peu tarée. Ça fait flipper. Ça fait flipper, ouais. Ouais, quand même, ouais. Ouais. Et en fait, c'est aussi un petit moyen de pression sur les enfants. C'est pas très bien, mais tu vois, ce matin, quand ma fille voulait pas mettre ses chaussures rembourrées, je lui ai dit, mais ma chérie, ils nous écrivent des messages, en fait. Nous, toutes les 2 semaines, on reçoit un message qui rappelle qu'il faut que tes enfants ils soient assez couverts, qu'il faut avoir ça en champ. Je lui ai dit, on veut pas de problème, en fait. Je voulais revenir sur le fait que ta fille est un peu en avance sur le système norvégien et que d'ailleurs, peut-être qu'une structure plus à la française, entre guillemets, pourrait peut-être mieux lui convenir. Pourquoi vous faites le choix néanmoins de la laisser dans le système norvégien ? Je pense qu'il y a certaines convictions. Je ne suis pas fondamentalement contre l'école française, mais presque, je dois être honnête. J'ai pas envie. J'en ai pas une bonne image. Qu'est-ce qui te rebute le plus de l'école française ? La structure, la vision élitiste, en demander trop, les horaires. C'est pas adapté à la vie norvégienne, en fait. C'est vraiment... alors, c'est mon point de vue extérieur, parce que je n'y ai jamais travaillé et je connais des gens qui y ont été, et c'était du coup, maintenant, il y a un petit moment. La réalité, je la connais pas pour de vrai, mais de mon point de vue, on a pris une école en France et on l'a posée en Norvège. Et ce n'est pas adapté. Les horaires ne sont pas adaptés, le volume n'est pas adapté, le nombre d'heures de norvégiens par semaine n'est pas adapté, la culture, vraiment, il n'y a rien qui est adapté, ne serait-ce qu'un minimum pour que les enfants évoluent dans une culture commune avec leur environnement. Et ça, pour moi, c'est un problème. Après, on est quand même 2 Français, toute notre famille sont en France, nos enfants parlent le français, c'est vraiment leur langue maternelle. Donc moi, j'ai même pas le besoin que mes enfants parlent français pour communiquer avec les grands-parents. C'est juste inné et il y a aucun souci là-dessus. Donc l'école française, pour nous, c'est pas un choix et c'est pas une option. Aussi parce que c'est pas super bien placé par rapport à là où on habite. C'est cher, de rien, ça a quand même un coût. Et en plus, il me semble que plus les années passent, plus c'est cher. Plus ça augmente, oui. Voilà. Et après, on a réfléchi, on garde en tête la possibilité de l'école internationale. Parce que, en fait, du coup, oui, le niveau est un petit peu plus élevé, c'est un peu plus scolaire, un peu plus académique, et en même temps, assez à la norvégienne. C'est quand même un espèce de... Oui, c'est des journées assez courtes, il me semble. Mélange assez sympa. Par contre, c'est hyper loin de là où on habite. Pour le coup, parce que l'école française, autant elle est dans Oslo, l'école internationale, elle est en dehors d'Oslo. Et on habite carrément de l'autre côté, presque en dehors. Ça engagerait un déménagement quand même. Ouais, voilà, c'est ça qui est compliqué aussi. Donc, tant que... Nous, on sait qu'elle ne sera pas en retard. Donc, tant qu'elle continue à avoir les bonnes stimulations, qu'elle continue de s'épanouir et qu'elle ne nous demande pas autre chose, on va la laisser au moins le temps que son frère rentre à l'école. Donc, on a encore 1 an et demi. Et après, voilà, quand ce sera le moment que lui rentre à l'école, on verra. Déjà, on ne sait pas où on sera dans 2 ans. Donc, perso, on est un peu au jour le jour. Est-ce que vous ne savez pas où vous serez dans Oslo, en Norvège, ou est-ce que ça... On ne sait pas du tout. Non, on n'a pas... Là, en ce moment, ça fait 10 ans qu'on est là. Nos amis nous manquent, nos familles nous manquent. On a vraiment, nous, une différence de avant et après Covid, d'une certaine manière, dans le sens où on avait l'habitude d'avoir de la visite, plus du tout. Nous, comme nos amis, sommes assez concernés par l'environnement. On n'a pas envie de prendre l'avion pour passer un week-end de 3 jours avec des copains. Malheureusement. Non, mais c'est un vrai sujet, ça aussi. De respecter ça au maximum. Alors, moi, l'avion, j'essaye quand même de prendre un petit peu de recul. Mon conjoint, lui, l'avion, il est 0 recul, quoi. Premier degré, ça le rend presque malade qu'on prenne l'avion pour aller passer Noël. Et en plus, on passe 3 semaines. Donc, vraiment... et je le comprends, c'est quelque chose qui pèse dans le quotidien et ses amis plus que les miens, pour le coup, sont quand même largement du même avis. On a beaucoup moins de visites. Il y a aussi qu'on a tous passé 30 ans, on n'est pas les seuls à avoir des enfants maintenant. Enfin voilà, ça en fait implique une organisation différente et en fait du coup, nos familles et nos amis nous manquent assez. On s'y retrouve pas beaucoup avec notre cercle en Norvège. Vous envisagez peut-être de rentrer en France ? Non. Pour le coup, quand même pas. En fait, pour le contexte, il y a mon grand frère qui a habité au Canada pendant des années, qui est retourné s'installer en France il y a 4 semaines.
avec sa famille. Il veut déjà repartir? Non, je plaisante. Ça va. Non, c'est assez nouveau. Ok. Mais et du coup, ils sont allés vers Nîmes. Donc, je les ai eus au téléphone, là, pour l'anniversaire de ma belle-sœur. Il faisait 18 degrés, ils étaient en t-shirt. Ça te donnait envie? Ouais, il faisait encore jour et tout. J'étais... oui, quand il était 16h30, même pas. Il faisait déjà bien nuit, très froid. On était tous des Esquimaux et tout. Les hivers, là, c'est vrai que ça commence à me peser un peu. Enfin, il y a certaines choses qui évoluent, qui sont un peu différentes. Je pense que, ne serait-ce que si on changeait de quartier et d'environnement, on aurait une approche assez différente. On aurait peut-être des voisins qui disent bonjour. Mais oui, c'est Oui, tout bête, parce que mais ce j'allais sont des- dire, Ouais. pour le coup, nous, tous nos voisins, ils nous disent bonjour. Vous êtes ils typiquement sont... dans le genre d'endroit. Et donc, on vit ici en Arequehus, qui sont des maisons mitoyennes. Et en fait, autant pour des raisons de budget que d'entretien, que de plein de raisons, on est passé d'appart à maison mitoyenne et ça nous va très bien comme ça pour garder la vie un peu de quartier. Ouais. Ouais, clairement. Mais voilà, après, c'est des choses assez différentes. Mais il y a un côté social du Norvégien qui doit organiser une vie sociale. C'est-à-dire qu'il y a, dans tous les boulots, tu as le social comité où du coup, tu vas organiser que le vendredi après la paye, tout le monde va boire un verre, j'en sais rien, ce genre de choses. Là, hier soir, je suis sortie avec les mamans de la classe de ma fille. Donc voilà, il y a une organisation sociale aussi à ce niveau-là. Il n'y a rien de... Spontané. Eh ben non, il n'y a rien de spontané ou ponctuel. C'est vrai que le manque de spontanéité, je te rejoins, parce que quand on parle de nos expériences passées en Amérique latine, là, on était en plein dedans. Ah waouh, la chaleureusité. Ouais, non, là, c'est... Et pareil, quand donc je viens du sud de la France, on va s'y rendre en vacances et tous les terrasses, la chaleur humaine, les imprévus, ça c'est quelque chose qui nous manque. Et c'est pour ça que parfois on se dit, si on avait l'occasion, peut-être repartir 2 ans, 3 ans en Amérique latine, tout en revenant en Norvège, mais regoûter un peu à ça, peut-être pour ensuite se dire, non, mais je préfère l'ordre, c'est bon. Ouais, et tu vois, c'est... Ouais. Bonne structure. Non, mais il y a des choses qui manquent un peu. Cette légèreté-là, on la trouve quand il commence à faire très jours. Voilà. En fait, c'est vraiment une période très courte. Et oui, ça dure pas longtemps. Alors, proportionnellement, c'est le même temps. Hein. Il fait très jour, il fait très nuit. On a l'impression que ça dure moins longtemps quand même. Oui, parce qu'on part en vacances. Oui, en fait, on est moins là, etc. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est... Non, pour le moment, on n'envisage pas de rentrer en France. Mais c'est vrai que, par exemple, sur la scolarisation, ça c'est difficile. Parce que tu dis, elle est en structure... non, je me réfère à ma fille. Bien sûr. Elle est en structure norvégienne. Par exemple, ils ne veulent pas lui faire sauter une classe. Parce qu'en fait, elle serait avec des enfants qui ont 1 an... Parce qu'elle est née l'hiver. Voilà, en Norvège, beaucoup d'enfants, pas tous, mais beaucoup naissent l'été. Donc elle a déjà quasiment 6 mois de moins que les autres. Même facilement, en fait. Ouais. Elle a ça. Et en plus, ce serait encore 1 an de moins. 1 an et demi de moins que les autres. Tu mets pas une enfant de 6 ans avec des enfants de presque 8 ans. C'est pas top. Alors, elle est très mûre. Et elle a plein de copines en 3e classe. Donc, c'est CP, c'est CE2. Elle serait sûrement mieux avec des enfants plus grands. Mais ça se fait pas trop, quoi. On fait pas redoubler, on fait pas sauter de classe. C'est pas trop un truc qui se fait. Et en même temps, je me dis, on déménage en France, je sais pas, dans 3 ans, elle va devoir être fatalement dans une classe d'enfants qui ont 2 ans de moins, parce qu'elle sera en retard au programme français. Et ça, c'est trop dur, tu vois, de se dire, en tant que parent étranger, oui, toute notre vie est ici, mais toute notre famille et toute notre culture, tout le reste est là-bas, de se dire... Et il est possible, je sais pas, ma mère tombe, alors je ne le souhaite pas, mais ma mère tombe malade, je dois m'occuper d'elle, on va passer 2 ans en France, c'est non négociable. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants ? Moi, c'est ce que je dis à Alban, si on doit rentrer en France pour X ou Y raison, ou qu'on doit déménager autre part, en fait, dans un autre pays, c'est ça qui me donne envie de la mettre dans un circuit soit anglais, soit français, pour être sûr que n'importe où on aille, elle puisse continuer sa scolarité sans... Ouais, avec des enfants de son âge, en fait. De me dire qu'elle va être la fille qui arrive de Norvège et qui doit avoir redoublé 2 classes parce qu'elle n'a pas le niveau en maths. Ça fait trop mal, tu vois. Bah ouais. Et je me dis, je ne souhaite pas qu'elle, à 12 ans, elle se retrouve dans une classe de petites 10 ans, alors qu'en plus, elle s'entend toujours mieux avec les plus grands, etc. Tu vois. Alors, je sais pas comment elle va grandir. Hein. Ça, c'est que des projections. Hein. Mais ça, c'est difficile d'avoir ce point d'incertitude et de se dire... C'est super intéressant parce que je trouve que dans un parcours
on va dire, d'expatriés, mais même là, je pense qu'on est plus sur de parcours d'immigrés. Ouais, Il va y avoir immigré à fond. complètement, ouais. Il y a toute une phase où tout semble, surtout que tu es arrivé très jeune, on est arrivé encore relativement jeune. Tu as les débuts, tout semble facile, tu t'intègres aussi parce que tu as cette communauté très internationale, tu peux toujours l'avoir et on l'a aujourd'hui, on se sent en termes d'amis, de social, tout se passe bien. Par contre, les enfants, le fait que toi tu sois première génération d'immigrés, qu'est-ce que ça renvoie sur eux, comment ils sont intégrés, leur futur, est-ce que je suis français, est-ce que je suis norvégien, qu'est-ce qu'ils sont eux? Ce sont des thématiques plus délicates, je trouve, à gérer. C'est là qu'on soulève une autre notion, on va dire, de l'immigration. Est-ce que j'ai encore le choix de repartir? Est-ce qu'au final, il faut mieux que je continue ma vie ici pour mes enfants? C'est hyper lourd, au final, comme thématique, mais très, très intéressante. Et je pense que beaucoup de personnes s'y heurtent au bout de quelques années de vie dans un autre pays. Ouais, surtout avec les enfants, en fait. Ouais. Et justement, quand tu m'as demandé tout à l'heure si... mais attends, parce que en fait, vous envisagez de retourner vivre en France et tout ça, la question se pose même pas parce que les enfants. Oui, mais en même temps, tu dis, si demain ta mère est malade, vous rentrez. Ah bah oui, parce qu'en fait, il y a des choses dans la vie qui font que c'est plus important. Il y a des choses qui vont être plus importantes que d'autres. Et ce serait rentrer temporairement... D'accord, ok. Je suis pas... aucun de nous n'adhère à la politique, par exemple, en France. Ou ce genre de choses. C'est des débats... c'est des idéaux et des choses qui sont assez personnelles, mais et aussi les structures, le système, le reste. Enfin moi, de me dire que mes enfants, ils ont la chance de s'épanouir dans le système norvégien, mais je n'ai pas envie. Donc de leur malgré l'isolement, l'éloignement de la famille, des amis, vous considérez rester en Norvège. Ouais. Pour l'instant, c'est pas un sacrifice en tout cas. Voilà. Pour le moment, on y trouve largement notre compte. Mon conjoint est extrêmement heureux au travail. Moi, je me sens très libre, assez épanouie aussi. Et on sait qu'avec le boulot qu'il a en France, on serait dans des conditions extrêmement différentes. Les journées sont longues pour les enfants, les journées sont longues pour les parents. Le temps, la qualité que tu as de temps avec ta famille, avec ton bien-être, avec tout ce genre de choses-là. Non, pour le moment, on retrouve largement notre compte ici, clairement. Mais oui, les interactions sociales, ça commence à être un peu compliqué de mon côté. Comme tu disais, j'ai pas envie que ma fille ce soit la seule à avoir un sac à dos différent. Moi, mes enfants, ils ont 4 cousins en France. J'ai pas envie que ce soit ceux qui sont nuls parce qu'ils ont pas appris ça à l'école. J'essaye de garder ces projections-là pour moi-même. Je suis d'accord. Ouais. Ce sont nos peurs aussi qu'on projette. Ouais. Alors que ma fille a pas peur d'être bête. Mais elle l'est pas. Et moi, j'ai jamais eu peur d'être bête en plus. Personnellement, mes parents, ils ont toujours été quand même assez encourageants. Pourtant, j'étais pas la plus brillante et le système scolaire français ne me convenait pas beaucoup. Mais j'ai jamais eu l'impression d'être bête. Non, et puis c'est vraiment des. Il faut définir ce que c'est être intelligent. Être intelligent dans le système français et être intelligent dans le système norvégien, c'est aussi différent. Et c'est pour ça que d'un système à l'autre, il y a des. Il y a la capacité d'adaptation, à ingérer un nombre d'informations. Enfin, là, on est vraiment sur des trucs beaucoup plus profonds. Mais pour le moment, c'est clairement pas un sacrifice. Et on est très heureux ici. Et on pense aussi beaucoup à l'avenir et à se dire que, je sais pas, moi, des choses un peu bêtes, mais la montée des eaux, les famines. Les sécheresses, le réchauffement climatique, tout ça. Ça fait extrêmement peur, en tout cas quand tu as des enfants à élever. Enfin, tu vois, tu as mis des enfants au monde et tu te dis, eux, ils n'ont pas choisi d'être là. Nous, on a choisi qu'ils soient là. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'ils soient les plus heureux et avertis possibles pour leur avenir. On a aussi envie que nos enfants grandissent dans la réalité du monde qui les attend. Et après, je vais passer ma journée stressée maintenant, mais c'est des énormes questions qui se posent et qu'on se pose pas avant un certain âge et avant d'avoir des enfants. C'est un peu difficile, quoi. Mais après, il y a d'autres générations. Mon petit frère a 10 ans de moins et lui, il est une génération, enfin, en tout cas, dans son groupe et dans d'autres gens, etc., de sa génération, c'est pas d'enfants. C'est une réalité. Oui, l'expatrié peut-être, ou l'immigré peut être très isolé en tant que parent. Donc ça dépend des cultures. Aussi, il y a des cultures plus communautaires. On a des amis indiens. Alors là, oui. Ils sont expatriés, mais ils sont cousins, quoi. Ils sont tous en famille. Ils vont au temple, ils ont leurs fêtes, les cultes. Tu vois, nous, on n'a pas ça, je trouve. Et en plus, mon copain et moi, quand on est arrivés ici, on a fui le milieu français. On voulait pas faire tous les trucs de franco-français parce qu'on voulait s'imprégner de la culture, on voulait parler norvégien. En plus, il y a 10 ans, on n'était pas sur le même profil d'expat.
Enfin, on n'était pas sur le même profil d'immigrés, j'ai envie de dire. On était vraiment sur un profil d'expat. Oui. Genre, je suis ingénieur en tuyaux, je travaille dans le pétrole et on me propose un très gros salaire. Je vais habiter à Frogner et jamais apprendre le norvégien. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous correspondait pas du tout parce qu'en même temps, on vient d'études de culture scandinave. Donc, nous, en plus, on connaît quand même les fondements de la société. On a appris la littérature, la géographie, la culture, tout ce genre de choses-là. Et c'est trop dommage d'habiter dans un endroit et de se limiter à vivre les yeux fermés, en fait. Et tout ça, est-ce que ça vous a aidé à vous faire des amis norvégiens et un cercle norvégien ? Oui et non. Si je parle pour mon conjoint, oui. Et je pense qu'en fait, ça ne relève pas que de ça. Et si je parle pour moi, non. J'ai mes collègues avec qui je m'entends très bien. C'est pas des amis... la famille, tu vois. C'est pas des amis comme j'ai pu avoir en France. Ma meilleure amie ici est française. Et les gens avec qui je me suis sentie le plus proche, ça a jamais été des Norvégiens. Jamais. Vraiment, jamais. J'ai eu une amie norvégienne qui était cool à la fac, mais non, je sais pas. En fait, on est trop fondamentalement différents sur d'autres trucs. Ah si, là j'ai une amie norvégienne, on est très proches en fait. Excuse-moi pour toi si elle ne m'entendra pas, mais elle ne se considère pas norvégienne. Voilà, et la plupart de ses potes, c'est des étrangers. Voilà, oui. Donc elle comprend, hein, c'est sa culture, etc. Mais une autre amie au collègue, on a 15 ans d'écart, elle est 15 ans plus vieille que moi, mais elle a habité au Portugal, non, au Brésil, elle est mariée avec un Portugais, elle a vécu un petit peu en France, elle est assez portée sur l'étranger, et en fait, ouais, on s'entend bien. Pour le coup, j'ai tout essayé, parce que tu vois, je me disais, je travaille au jardin d'enfants, on a tous un intérêt commun, c'est les enfants, la pédagogie, ce genre de choses. Ça n'a pas pris. Pourtant, vraiment, comme je te disais, tu crées des liens un peu étranges en pyjama, assis par terre. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est fou. Hein. On partage des choses un peu intimes au final. Et en fait, non. J'ai essayé des clubs de sport différents. J'ai même essayé un sport d'équipe, par exemple. Non. J'ai jamais trouvé de lien ou de trucs comme ça. J'ai étudié dans même à des parcours norvégiens, tu vois, où tu t'inscris en tant qu'étudiant norvégien, grosso modo. Toujours pas. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui fait que ça prend pas et ça vient certainement de moi aussi. Hein. Là, je peux pas juste dire le monde entier veut pas de moi, tu vois. Non, tu disais d'ailleurs que ton mari, ton conjoint, mais lui, ouais, trouve, c'est fou. Ouais, et lui, il attire les Norvégiens. C'est un aimant, un Norvégien. Okay. Pourtant, moi, physiquement, j'ai plus l'air d'être norvégienne que lui. Et en plus, nous, on a ce truc de t'es français. Les Norvégiens, c'est une petite fascination pour quand même la France. En général, ça va. T'as le genre de truc, mais t'es français. De Qu'est-ce que tu fais là ? Tu viens de Paris, tu vois. Ouais, ce truc de qu'est-ce que tu fais là et tout. Mais en même temps, je veux dire, on est des étrangers, on est des immigrés première classe, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a quand même, dans leur vision, en tout cas, il y a une espèce de hiérarchie de l'immigré. Et on est tout en haut de la hiérarchie de l'immigré. Mais en tout cas, lui, non, pas du tout. Il s'est toujours méga bien intégré avec des Norvégiens. Il avait même à notre mariage, il avait des potes norvégiens et tout. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à faire, quoi ? Qu'est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un qui arrive en Norvège ? Parce qu'on a abordé plein de thèmes. Est-ce que tu as un conseil à partager ? Savoir pourquoi tu es là. Si tu arrives parce que tu es dans l'industrie du pétrole et que tu as un super boulot qui t'est proposé avec des super avantages, un logement, tout ça, tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu arrives. Et après, pour s'intégrer, non, tu t'intègres à ton propre cercle, en fait. Après, vraiment, en termes d'intégration, tu veux dire ? Tu vois, moi, j'ai tout essayé et j'ai pas réussi. Ouais, donc, je veux dire, ça fait 10 ans que j'échoue à l'intégration. Donc, maintenant... Mais t'en es pas malheureuse pour autant ? Non, ça va, parce que aussi, j'ai ma famille, tu vois. Ouais. Et puis, je suis pas malheureuse, je suis pas intégrée, mais je suis pas désintégrée non plus. Oui. Et puis, il y a ce truc de... moi, ça me dérange pas de rencontrer des nouvelles personnes. Alors, j'ai des amitiés très, très anciennes et très stables, mais ça me dérange pas de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux groupes. Donc, du coup, je peux papillonner, tu vois, avec des gens sans vraiment avoir des relations vraiment plus profondes. Par mon métier, maintenant, un petit peu plus. Je suis respectée dans ce que je fais. Je le fais à peu près bien. Et du coup, tu vois, les relations que je noue avec mes clientes maintenant, c'est une sorte de relation sociale. Alors oui, on reste, c'est professionnel. Alors, il y en a quelques-unes qui se transforment en amies. Et ça, c'est exceptionnel.
Qu'est-ce qui est difficile pour toi en Norvège ? Rien. Je dirais pas que tout est facile, mais difficile, ouais, pas grand-chose. Juste le manque, quoi, l'éloignement et le manque. Mais encore une fois, par exemple, si mon mari n'était pas français, je sais pas, je pense que ce serait dur. Ouais, je comprends. Ouais, je pense que là, je serais vraiment dans un... tu vois, j'ai besoin d'avoir des références à Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, et que quelqu'un rigole en face de moi, tu vois. Et si mon mari était norvégien... je suis pas sûre que ça l'aurait fait à long terme. Genre, par exemple, si mes enfants parlaient pas français, ou très mal, ou très peu, ça, ce serait dur pour moi. Okay, ouais. J'ai une amie qui est ici. Elle est arrivée étudiante il y a 14 ans, je crois, un truc comme ça. Elle est mariée avec une Norvégienne. Elles ont 2 enfants qui sont dans le même jardin d'enfants que les miens. Et c'est vraiment une amie que j'ai depuis le jour où je suis arrivée. On s'est rencontrés très rapidement. Elle n'a presque plus aucun contact avec sa famille en France. Ses enfants, ils me regardent comme un extraterrestre quand je leur parle français. Parce qu'en fait, même elle, au final, tu vois, t'as un moment où tu te prends au jeu et où c'est plus facile de parler norvégien, parce qu'elle parle norvégien, et avec sa compagne aussi. Et elle ne passe pas par l'anglais, elle parle que norvégien. Et du coup, avec les enfants, tu as cette facilité aussi de toute façon, ils te répondent tout le temps en norvégien. Qu'est-ce que tu vas leur parler en français, ouais, tout ça. Et moi, elle, je lui pose la question, tu vois. Et en fait, elle me dit qu'elle, ça va très bien. C'est pas du tout un problème pour elle. Donc, je pense que c'est quand même extrêmement personnel. Et à contrario, est-ce qu'il y a quelque chose que tu adores, que tu as adopté de la Norvège et dont tu pourrais pas te passer ? Juste le cadre. Je suis pas... alors, je déteste la campagne. Ah, mais trop drôle. Je suis une super parisienne. Non. Et montagne, mer, ville, tout ça fonctionne, mais campagne rase, c'est mort. Mais pour autant, j'adore la nature, j'adore l'eau. Et en fait, on est entouré d'eau. Et juste... Les lacs, la mer. Ouais, pour moi, pour le coup, c'est une condition. Tu vois. On a déménagé 7 fois en 9 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Sport. Nous, on fait beaucoup de vélo et tu vas te baigner à vélo. Genre, tu prends ton vélo, tu pédales 20 minutes et t'es à la plage. Alors, pas toute l'année, tu vois. Alors, toute l'année, tu peux, mais voilà, je conseille pas. Et en même temps, tu peux prendre un bus et skier. Merci beaucoup, Chloé, d'être venue nous rencontrer aujourd'hui. C'était génial d'apprendre à connaître au final une partie de ton parcours qu'on ne connaissait pas encore. C'est vrai qu'on se connaît plus professionnellement. Ouais. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on va avoir l'occasion d'en parler une prochaine fois, de revenir sur l'expérience plus doula. Merci d'être venu jusqu'à nous et on te recevra pour aborder d'autres thèmes car tu as plus d'une corde à ton arc. Donc trop hâte de partager tout ça une prochaine fois. Et en attendant, on vous dit à bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube, ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.